Je tiens à vous remercier chaleureusement d'être présent ce soir ou aujourd'hui pour cette conférence Découvrir les 4 étapes permettant le développement de la pleine conscience intuitive et la guérison de l'être. Alors, c'est quelque chose qui euh, me tient à cœur, bien sûr. Et dans cette conférence-là, évidemment, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est de vous présenter donc les 4 grands volets, les 4 grandes étapes permettant le développement de la pleine conscience intuitive. Donc, il y a un volet qui touche la mission de vie. Il y a un autre volet qui touche le pouvoir unificateur de l'amour. Le troisième volet va toucher l'auto-guérison. Et le quatrième volet va toucher la pratique vers l'entourage, de quelle façon on peut prendre soin de son entourage ou devenir thérapeute. Donc, cette démarche, justement, que je vais vous présenter, bien évidemment, elle vient d'où? Elle vient de moi. J'ai été formé avec un guérisseur. À mon nom est Sylvain Bélanger. J'ai été formé avec un guérisseur il y a près de 30 ans, 6 années. Et ces années-là, quelque part, ces 30 années-là de pratique m'ont permis de constater que souvent, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne, le processus intuitif. Ça fait 30 ans que je pratique, puis ça fait 30 ans que je constate qu'on est toujours un petit peu dans une espèce de fantaisie autour de l'intuition, dans le sens qu'on a l'impression que c'est le troisième œil qui va s'ouvrir, puis qui va faire qu'on va être capable de percevoir des choses ou des choses de cet ordre-là. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé après les 3 années de formation que j'ai suivies avec Ron Young, qui est un guérisseur chaman, c'est de constater que moi, j'avais une grande facilité de le faire, mais pas parce que j'avais une grande facilité de le faire que je comprenais comment ça fonctionnait. Donc, après les 3 années où j'ai développé donc des habiletés intuitives et de soins, j'ai voulu à quelque part comprendre comment ça fonctionnait et j'ai nommé un outil que tout être humain possède. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut donc dire que tous et chacun, nous pouvons le développer, qui est relié à l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, ça me permet de voyager en moi, ça me permet de voyager vers un partenaire. Vous allez me dire, oui, mais l'imaginaire, c'est imaginer des choses. Il faut faire la nuance entre imaginer des choses puis utiliser l'imaginaire comme un véhicule. Le véhicule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai une conscience qu'on pourrait localiser au niveau du cerveau et cette conscience-là peut se déplacer de mon cerveau vers mon genou, par exemple. Alors, ça veut donc dire que je vais porter mon attention de mon cerveau vers mon genou et en faisant cela, ma conscience va voyager grâce à l'imaginaire dans mon genou et de mon genou, je vais constater qu'il peut y avoir des images, des sensations et des mots qui viennent à moi. Tout comme je peux aller visiter ma cheville, mon pied, mon épaule, je peux donc faire un voyage dans mon propre corps et dans ce voyage-là, qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Je suis en train de découvrir que dans mon corps, il y a de la vie. Ça, qui est une très, très bonne nouvelle, vous en conviendrez. Et que quand je découvre la vie qui est en moi, bien, je constate que cette vie-là, elle se manifeste à travers des sens, qui sont des sens visuels. Je peux voir des images dans mon genou. Je peux ressentir des sensations de chaleur, de froid. Je peux avoir des images de moi en tant qu'enfant à l'âge de 8 ans, etc. Je peux également avoir des mots qui peuvent se manifester à moi. Je suis en colère, des choses comme ça qui peuvent se manifester à moi. Alors, dans la position de pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est d'être un témoin. Un témoin qui va prendre le temps d'accueillir tout ce qui se manifeste à moi. Alors, c'est intéressant, cette notion d'accueillir, parce que ça veut dire que moi, j'accepte que mon corps me parle. Mais pas avec ma tête, mais il me parle avec le corps. C'est le corps qui va faire émerger en moi des informations et les sens visuels, auditifs ou sensitifs vont me permettre de découvrir que mon corps souhaite me communiquer et que moi, si je prends le temps d'accueillir ces perceptions-là qui se manifestent à moi, je vais prendre le temps de discuter avec mon corps, c'est-à-dire que je vais échanger avec mon corps et que cet échange-là va me permettre de constater que ce corps-là souhaite me transmettre de l'information pour me guider dans ma propre vie, pour être en harmonie avec moi. Donc, l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est vraiment de chercher, donc, dans un premier temps, à mieux comprendre qui on est à travers ces voyages intérieurs que je fais en moi, de constater que ces informations-là vont finalement me permettre de mieux comprendre qui je suis, et par la suite d'interagir avec ces perceptions-là pour finalement favoriser une transformation de mon être, de m'accompagner dans une démarche de guérison. Pour moi, la guérison ne touche pas la guérison juste de la santé physique ou même de la santé énergétique. Ça touche véritablement aussi la santé psycho-émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que j'accompagne justement l'être que je suis en apprenant qui je suis par ces voyages que je fais en moi. Ces voyages que je fais en moi
lorsque j'ai compris le message que mon corps me donnait, je peux ensuite faire des actions sur celui-ci. Ces actions-là, finalement, c'est de pouvoir justement commencer à effectuer donc ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire. On va approfondir davantage ce que je suis en train de nommer, mais la déprogrammation de la mémoire cellulaire, très simplement, c'est que dans le jeu que j'effectue en moi, je constate qu'il y a des informations qui se manifestent à moi qui correspondent à des situations de mon passé, par exemple, ou qui proviennent d'histoires familiales ou qui peuvent provenir de mémoires d'autres vies. Globalement, c'est un peu ça qui va être les sources d'informations. Et que moi, évidemment, devant ces informations qui se manifestent à moi, ben, je dois reconnaître que moi, en tant qu'être humain, en tant que témoin, je peux observer ce qui se passe. Donc, si je perçois, par exemple, moi, à l'âge de 8 ans, qui s'est senti abandonné, je peux discuter avec cet enfant-là pour comprendre sa raison d'être, comprendre le message que le corps souhaite me communiquer, mais je peux ensuite, finalement, donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour ne plus être limité dans cette expérience-là. C'est-à-dire que si je me sens abandonné, ben, je peux demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a besoin pour ne plus se sentir abandonné. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais donner l'occasion à ces perceptions-là qui sont en moi de se transformer pour me mettre en lumière des nouveaux comportements que je pourrais adopter pour ne plus me sentir abandonné. Parce que cet événement-là qui est présent en moi, qui est relié à l'âge de 8 ans, c'est une expérience qui m'habite encore en moi alors que je n'ai plus 8 ans. Si elle est encore là, c'est qu'elle m'influence peut-être d'une façon négative. Donc, en questionnant, je vais arriver à comprendre la raison d'être de ça, pourquoi justement je me suis encore abandonné alors que j'ai plus 8 ans, mais je me sens peut-être encore abandonné parce que je me comporte justement en accord avec la blessure que j'ai vécue à l'âge de 8 ans. Donc, ça veut donc dire que je vais reproduire sans le savoir, sans en être vraiment conscient, cet abandon-là. Et que la déprogrammation va me permettre justement de pouvoir interagir avec cette blessure d'abandon pour qu'elle ne soit plus de moins en moins présente en moi et me permettre de me connecter avec ce que j'appelle le potentiel évolutif, c'est-à-dire ce qui est derrière cet abandon-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je ne me sens plus abandonné, je me sens différent. Et comment je me sens? Bien, je me sens dans une autre perception de moi-même. Je ne me sens plus abandonné. Donc, si je ne me sens plus abandonné, bien, peut-être que je vais constater que je deviens un individu qui s'affirme, un individu qui prend plus sa place, qui va plus exprimer ce qu'il ressent, etc., alors que je n'avais jamais osé faire ça jusqu'à maintenant. Je vais peut-être me donner la permission de le faire. Donc, vous voyez que c'est là que ça devient fort intéressant de bien comprendre justement que la pleine conscience intuitive va donc être une façon de communiquer avec mon être pour manifester, accueillir la vie qui est en moi, sous forme d'images, sensations et mots. Et la déprogrammation de la mémoire cellulaire va être une façon d'interagir avec ces perceptions-là pour les transformer, pour qu'elles soient de plus en plus en accord avec qui je suis, de façon que je sois de plus en plus en harmonie avec qui je suis, que je sois de moins en moins prisonnier de mon passé, de moins en moins prisonnier du passé de mon histoire familiale, ou même de d'autres vies, de mémoire d'autres vies. Donc, c'est à travers cette démarche-là que je vais développer ce que j'appelle l'alignement. L'alignement, c'est une position de droiture où je ne suis plus en train de vivre dans le passé, je ne suis plus en train de vivre dans le futur, je suis en train de vivre dans la vie, en accord avec ce que je suis, dans l'essence fondamentale de qui je suis. Alors, je pense que c'est très, très important de bien comprendre cela. Et il y a un troisième volet de la pleine conscience intuitive qui est les soins énergétiques. Alors, les soins énergétiques, mais évidemment, c'est que quand je suis en interaction avec mon genou, je reçois de l'information qui me permet de comprendre la raison d'être d'une perturbation dans mon genou. La déprogrammation va me permettre de transformer les croyances limitatives qui sont associées à un blocage dans mon genou. Et le soin énergétique va me permettre de rétablir le flot énergétique dans mon genou. Donc, c'est là que je vais commencer à me rendre compte que le processus de guérison à lequel je peux participer avec mon être, c'est un processus d'accompagnement dans lequel je cherche à favoriser la santé d'une façon optimale dans mon être. Donc là, je vous parle de mon genou, mais évidemment, la globalité de mon être peut avoir des degrés de perturbation plus ou moins élevés en état de lui. Et le voyage que j'effectue en moi va contribuer à réduire de plus en plus les perturbations qui peuvent être présentes en moi. Et plus je les réduis, mais plus ça me permet, moi, de retrouver une position d'équilibre et d'harmonie. Alors, vous voyez que ça, c'est ça un peu que j'avais envie de vous présenter dans un premier temps. La pleine conscience intuitive, c'est ces trois techniques-là, la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins
Et le voyage que je vais faire en moi va utiliser ces trois techniques-là. Maintenant, la pleine conscience intuitive, de la même façon, peut s'appliquer vers un partenaire. Vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Et c'est là où souvent les gens sont fascinés par l'idée que l'on puisse diriger cette application-là vers un partenaire. Puis en même temps, c'est quelque chose de fort intéressant et c'est finalement assez facile à comprendre quand on accepte l'idée que l'imaginaire, c'est un véhicule. Alors, si moi, je suis capable de voyager en moi pour me mettre en relation avec des images, des sensations et des mots, et donc de pouvoir interagir avec mon corps, je peux de la même façon voyager vers un partenaire. Donc, un partenaire, ben, ça pourrait être vous. Hein, je pourrais simplement utiliser mon imaginaire pour voyager, pour me mettre en communication avec vous. Communication avec vous, c'est-à-dire que l'imaginaire ne répond pas à la loi de l'espace-temps. Hein, on comprend ici que l'imaginaire me permet de voyager dans l'instant présent, hein, dans plein de mondes, dans des univers oniriques, dans toutes sortes de choses. Donc, évidemment, quand on apprend à l'apprivoiser, cet imaginaire-là, il devient véritablement un véhicule qui me permet de voyager dans une autre personne. Alors, si je me mets en relation avec vous, par exemple, ça veut donc dire que je me mets en relation avec votre énergie et votre énergie va déployer des images, des sensations et des mots de la même façon qu'avec moi. Alors, vous me dites, mais comment est-ce que c'est possible? Ben, moi, je suis un être vivant et quand je me mets en relation avec moi, ben, il y a la vie qui émerge et qui me fait voir que des images, des sensations et des mots qui sont là pour me communiquer des choses. Alors, si je le fais maintenant sur une autre personne, bien évidemment, cette autre personne, de la même façon, elle est vivante. Et ce qui anime la vie qui est en elle va se manifester à travers des images, des sensations et des mots. Il y a un physicien qui s'appelle Popp, P-O-P-P, qui est un biophysicien qui a mis en évidence que les cellules du corps émettaient de la lumière. Selon moi, quand je me mets en relation avec un partenaire et que je capte des sensations, des images, des mots qui manifestent, bien, selon moi, je suis en relation avec le rayonnement cellulaire de cette personne-là. Et c'est comme ça que je vais pouvoir donc mieux comprendre cette personne-là sans qu'elle me parle, sans qu'elle me dise quoi que ce soit. Je vais pouvoir également déprogrammer les perturbations qui sont en elle par les techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire, dans lesquelles je vais lui donner l'opportunité de renouer contact avec son potentiel. Et le soin énergétique va me permettre ensuite de pouvoir rétablir les flux énergétiques pour que justement la vie se manifeste, se répande de plus en plus librement chez cette personne-là. Donc, vous voyez que la pleine conscience intuitive, c'est une application vers soi, où on apprend à le faire sur soi. Et après ça, bien évidemment, on peut apprendre à le faire avec un partenaire. Et évidemment, un partenaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire un autre être humain, ça veut dire un animal, bien sûr, ça veut dire un arbre, ça veut dire des aliments. Tout ce qui est vivant, en fin de compte, et tout ce qui anime la vie, ben, quelque part, on peut se relier avec grâce à la pleine conscience intuitive. Et c'est ça qui va me permettre, justement, moi, en tant qu'intervenant, de me dégager de ma souffrance, de mes douleurs, et je vais apprendre également donc à pouvoir aider aussi mon entourage à pouvoir le faire. Donc, sans plus tarder, évidemment, c'est des questions, des commentaires. Vous pouvez évidemment faire part dans le chat de vos questions. Moi, je les vois et je pourrai donc inclure des réponses aux questions que vous pourriez avoir. Donc, le deuxième aspect que j'avais envie de vous parler, évidemment, c'est cette fameuse notion de mission de vie. Alors, on est tous arrivés sur Terre, j'allais dire par accident, je ne pense pas que c'est par accident comme tel, mais on est tous arrivés sur Terre avec cette notion de qu'est-ce que je viens faire sur Terre. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais un grand questionnement sur le sens de l'existence. Personne n'avait donné un mode d'emploi pour me dire, mais Sylvain, voici le mode d'emploi pour vivre, pour exister. Je ne savais pas ce que je faisais sur Terre. J'avais énormément d'interrogations et de malaise profond en moi qui m'amenaient des grands questionnements. Quand j'ai rencontré Ron, puis j'ai fait la formation avec lui, j'ai eu beaucoup de réponses parce que j'ai ressenti en moi un appel profond à vouloir incarner justement ce désir de pouvoir finalement faire valoir, faire connaître davantage ce type d'approche qui était finalement très marginal à l'époque et qui l'est toujours, il faut bien le dire, malheureusement. Donc, la première, évidemment, technique que j'ai voulu mettre en place dans l'enseignement de la pleine conscience intuitive, c'était comment identifier sa mission de vie. Et sa mission de vie, ça se manifeste comment, une mission de vie? Ça se manifeste à travers une expression juste de son être. Hein? C'est-à-dire que moi, je ressens profondément une envie d'exprimer quelque chose qui est en moi. Et j'avais envie donc de vous partager les 7 principales expressions de la mission de vie qui vont nous permettre de mieux comprendre de quelle façon que chacun de nous pouvons justement identifier quelque part quelle est la mission de vie qui nous anime.
Alors, évidemment, je vais faire brièvement cette présentation-là, mais ça va vous donner quand même une idée. Donc, les 7 voies d'expression sont étroitement reliées avec une typologie que je suis en train de mettre en place qui s'appelle la spirale évolutive et qui tourne autour des chakras. Et je vais donc vous présenter les 7 principales voies d'expression des missions de vie. Et vous allez pouvoir vous-même reconnaître que vous avez peut-être une ou plusieurs missions de vie. Vous allez pouvoir reconnaître plusieurs voies et qui pourraient donc être des voies d'expression pour pouvoir concrétiser cette mission de vie-là. Donc, la mission de vie peut changer aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est sur Terre avec une poussée évolutive de quelque chose, et cette poussée évolutive pourrait évidemment évoluer, bien sûr. D'accord? Donc, donc, quand on dit mission de vie, ça ne veut pas dire que c'est une mission de vie figée qui ne bougera plus jamais de notre vie. Une mission de vie peut évoluer, peut progresser, peut changer aussi à mesure que le temps passe, à mesure que l'évolution de nous-mêmes s'effectue. Donc, les 7 voies principales pour la mission de vie, c'est, je vous parlerai donc du bâtisseur, qui est relié au chakra racine, et qui, lui, finalement, sa mission de vie, lui, c'est d'honorer la matière. Alors, honorer la matière, c'est que c'est un individu qui va se sentir à l'aise dans la matière, dans le monde terrestre, et il va avoir envie, donc, d'incarner à quelque part cette compréhension de la matière. Alors, normalement, le bâtisseur, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est qu'il observe. Il observe quoi? Il observe la perfection. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Mais c'est la perfection de la nature. On est sur un monde, sur une planète qui est à quelque part un paradis, potentiellement. Et l'être humain a peut-être finalement pas su valoriser ce paradis. Et c'est dommage, évidemment, parce que ce paradis-là, quelque part, on l'a perdu en chemin parce qu'on en a fait quelque chose qui n'était pas en accord avec la vie, je dirais. C'est-à-dire que l'être humain a voulu s'approprier la vie, a voulu en faire quelque chose qui était presque commercial, c'est-à-dire qu'il a voulu finalement s'approprier la vie et de lui enlever quelque part sa dimension sacrée. Et le bâtisseur, justement, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est de tenter, à quelque part, de reconnaître que la vie est parfaite en elle-même, et va chercher donc à vouloir l'incarner. L'incarner justement en reconnaissant comment fonctionne l'agriculture. Par exemple, un bâtisseur va devenir un agriculteur parce qu'il va chercher à comprendre comment on peut avoir des fruits, des légumes, etc. Il va chercher à reproduire un système qui va permettre à mettre en valeur la vie sur Terre. Ce sont des gens qui vont s'intéresser qui peuvent être fleuristes. Ça peut être des gens qui vont s'intéresser à l'architecture parce qu'ils vont chercher à vouloir mettre en place des maisons en accord avec le milieu dans lequel ils se trouvent. Ce sont des gens qui vont être écologistes, ce sont des gens qui vont être mécaniciens. Pourquoi mécaniciens? Mais parce que justement, ces êtres-là, finalement, qui sont très dans la matière, vont tenter de reproduire quelque chose dans la matière qui va tenir compte des règles physiques. C'est-à-dire que toute personne qui est à l'aise dans le monde terrestre peut le faire dans une conscience, on pourrait dire, mineure. C'est-à-dire que je peux me dire, tiens, moi j'ai envie de faire une maison, je veux faire beaucoup d'argent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maison qui ne va pas répondre aux standards vraiment de durabilité, parce que je voudrais que la maison ne dure pas trop longtemps pour pouvoir en refaire une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Alors, je fais un petit peu comme une exagération en vous disant comme ça, mais pour faire comprendre qu'on est beaucoup tombé dans cette loi de croissance économique qui nous donne l'impression qu'il faut toujours faire plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, ce qui fait que tout ce qui est matière, souvent, va devenir de moins en moins durable. Hein, on sait quelque part que les réfrigérateurs, les machines à laver, etc., à une certaine époque, avaient une certaine durabilité. Maintenant, on constate qu'elles durent beaucoup moins longtemps, etc. Donc, vous voyez qu'on vient d'une espèce de système où tout va très vite à ce niveau-là. Donc, le bâtisseur, lui, sa première mission de vie, c'est que c'est quelqu'un qui est donc à l'aise dans la matière et normalement, il va avoir le désir de chercher à servir véritablement l'humanité en concevant quelque chose dans la matière qui va répondre à une certaine durabilité puis qui va être en accord avec la nature et l'écologie, évidemment, bien sûr, puisqu'il va être conscient quelque part qu'on ne peut pas exploiter la planète Terre d'une façon trop importante. À un moment donné, il faut mettre des limites à quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui va être observé beaucoup chez le bâtisseur. Donc ça, c'est une première voie de mission de vie. La deuxième mission de vie qu'on va retrouver, c'est le communicateur. Le communicateur, qui est donc relié au chakra sacré. Et le communicateur, c'est quelqu'un qui va reconnaître finalement dans son développement humain qu'il peut communiquer avec lui et communiquer avec lui. Donc ça touche vraiment ce que je disais tout à l'heure concernant la pleine conscience intuitive, c'est de quelle façon que je peux apprendre à me connaître. Alors, quand je nais sur Terre, je ne sais pas qui je suis vraiment,
et j'apprends à découvrir qui je suis par de l'introspection. Ce n'est pas tout le monde qui va faire de l'introspection dans sa vie, mais ceux qui le font vont habituellement avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Ils vont être capables de mieux comprendre pourquoi ils fonctionnent de telle façon, et ils vont peut-être même arriver à faire des transformations, des changements qui vont les permettre d'être plus heureux, plus épanouis, parce qu'ils vont sentir quelque part qu'ils sont plus en accord avec eux-mêmes. Donc, le communicateur fait un travail sur lui-même naturellement parce qu'il y a une recherche de comprendre ce qu'il est, c'est très important, puis une recherche de comprendre ce que les autres sont. C'est-à-dire qu'il va chercher, lui, à être vrai avec lui-même et être vrai avec les autres. Donc, sa mission de vie au communicateur, c'est d'être dans une forme de diffusion de l'information, mais une diffusion de l'information dans laquelle il va chercher à transmettre une forme de vérité. Alors, la vérité, comment on peut l'appliquer? Bien évidemment, c'est peut-être selon des principes de, bien, il y a un pour et un contre, puis on essaie de voir quelle est la voie du milieu là-dedans. Donc, l'information, c'est d'essayer de proposer des points de vue tout en cherchant justement à un moment donné à faire des conciliations. C'est ça un peu que le communicateur va chercher à transmettre. Et dans le professionnel, évidemment, le communicateur, ben, il peut être un journaliste, il peut être en politique, il peut être dans plein de choses, mais c'est le concept des idées qui vont l'allumer et une idée qui est reliée donc à une forme de vérité, à une forme d'authenticité. De quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux reconnaître mon humanité et de quelle façon que je peux la partager avec d'autres êtres humains afin que tous ensemble, on puisse être davantage dans cette culture humaine. Ça, c'est le monde idéal dont je suis en train de vous parler parce qu'on sait que le communicateur, ben, surtout actuellement, ce qui se passe avec le coronavirus, euh, euh, oui, il y aura, ben, peut-être qu'elle peut, il y a une question qui m'est posée. Moi, j'aimerais ça qu'elle me pose davantage par le chat, si elle préfère. Que j'ai une question qui m'est posée et ça serait par le visuel, par le vidéo. Je préférerais que ça se fasse par le chat. Ça m'apparaîtrait plus facile de pouvoir gérer ça de cette façon-là. Puis à la fin, on pourra gérer ça différemment. Si Rox veut bien le faire comme ça. Donc, oui, Rox, vous voulez poser une question? Non? OK. OK, alors je poursuis. Donc, pour le communicateur, c'est que le communicateur, malheureusement, on vit dans une société donc, de consommation. Donc, le communicateur va souvent se retrouver dans une position où il faut gagner de sa vie. Alors, moi, je suis dans une recherche de communication. Et cette recherche de communication, ben, j'aurais envie, quelque part, qu'elle soit la plus pure, la plus vraie possible. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer chez le communicateur? C'est qu'il faut gagner sa vie. Donc, il faut accepter, justement, de prendre des positions biaisées souvent. Alors, on va retrouver dans le journalisme, par exemple, des situations où les gens vont présenter des nouvelles d'une façon biaisée. Actuellement, la situation du coronavirus montre beaucoup cette situation de biais, d'informations quelque part qui sont très contradictoires. Par exemple, dans les médecins, il y a des médecins qui vont dire il faut aller à gauche, d'autres vont nous dire il faut aller à droite. C'est complètement contradictoire. On n'arrive plus à trop savoir ce qu'il en est parce qu'il y a des biais qui sont utilisés. Et ces biais-là, quelque part, ne permettent pas justement des consensus. Parce qu'il y a des réactions émotionnelles qui se font entre les gens qui font quelque part qu'on n'arrive plus à on arrive à une confusion finalement. Parce que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelque chose. Ils se disent simplement qu'eux ont raison, que les autres ont tort, et vice-versa. Donc, ça crée une situation qui ne favorise pas une communication juste et qui va humainement amener une collaboration puis une communion entre les gens. Et ça, c'est un problème, quelque part, qu'on retrouve beaucoup dans la société. Et le communicateur va chercher justement, lui, à essayer d'amener une forme de vérité, une vérité qui va favoriser le consensus. C'est beaucoup ça qu'il va chercher à faire en tant que communicateur. Il y a ensuite le guerrier, qui est le troisième chakra, qui est donc relié au chakra solaire et qui va chercher, lui, donc, à manifester ce que j'appelle le guerrier authentique, ou le guerrier pacifique, plutôt, excusez-moi. Le guerrier pacifique, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'individu, justement, qui, lui, cherche à pouvoir, justement, incarner, je dirais ça comme ceci, sa lumière interne, hein, puis de dire, ben voilà, moi, ce que je suis, c'est que je suis un leader. Hein, le guerrier, c'est un leader, c'est un homme fort ou une femme forte qui a envie, effectivement, de faire valoir sa puissance. Et cette puissance-là, justement, il ne va pas chercher à l'écraser avec son entourage. Il va chercher au contraire à se dire, ben, moi, j'ai envie de manifester ma puissance, mais pas parce que je suis puissant que j'ai envie d'écraser les autres. J'ai envie de collaborer avec les autres parce que j'ai compris que moi, j'ai des qualités, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, et que si je me mets en relation avec d'autres êtres humains qui vont collaborer avec moi, ben, je vais être simplement plus fort.
Donc, le guerrier a compris effectivement que devenir un leader, ça ne veut pas dire finalement se mettre dans la lumière, de dire je suis lumière et vous, vous êtes tous de l'ombre. C'est de reconnaître que je suis lumière et vous êtes tous des lumières pour moi aussi et que la collaboration que j'ai avec vous me permet d'être plus fort et plus puissant. Donc, on comprend ici que ça permet évidemment de mettre en lumière quelque part l'idée d'une collaboration dans laquelle on n'est pas dans un phénomène de compétition ou de destruction entre êtres humains, mais de tentative justement, encore une fois, de collaboration. Et cette situation est difficile parce qu'on sait que la société telle qu'elle a été conçue, elle fonctionne sur un principe en quelque part d'inégalité, hein, d'inégalité dans le sens qu'il y a des dominants et des dominés. Alors ceux qui sont dominants ont des pouvoirs que les dominés n'ont pas. Et on va retrouver ça d'une façon très caricaturale dans certaines époques de l'histoire humaine, mais aujourd'hui, c'est peut-être moins évident, mais ça reste qu'il y a des gens qui ont une certaine dominance et des gens, quelque part, qui sont dominés. Et cette situation-là, évidemment, est une situation, quelque part, qui nous éloigne de cette nature du guerrier que nous avons tous en état de nous-mêmes et que nous avons tous à valoriser, je dirais. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à se rappeler. OK, ça, c'était pour le guerrier, qui était donc la troisième famille d'âmes, dans lequel, donc, troisième type de mission de vie, pourrait-on dire. La quatrième, c'est le serviteur, qui est donc relié au chakra du cœur. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Lui, c'est de servir. C'est pas trop compliqué. Maintenant, de servir de quelle façon? Alors moi, je pourrais me servir des autres en étant complètement dépendant des autres, en étant soumis aux autres, en me laissant dominer par les autres. Mais le serviteur équilibré va chercher justement à être au service des autres, reconnaître qu'il a un souhait de servir, mais en se respectant et en faisant valoir justement l'idée qu'il est un adulte et cet adulte-là, bien évidemment, il a envie donc d'être droit, de se tenir droit, de collaborer avec d'autres êtres humains, de servir d'autres êtres humains, tout en se respectant et tout en favorisant justement cette idée qu'il existe peut-être justement ce qu'on pourrait appeler un monde meilleur. Le monde meilleur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'individu qui se dit, ben voilà, moi, j'ai envie de servir l'humanité, sauf que dans la société dans laquelle je suis, je ne peux pas la servir comme je le souhaiterais. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être justement carrément me donner l'opportunité de développer une micro-société, un monde à part, pourrait-on dire, dans lequel je vais répondre à des objectifs que je me suis fixés pour permettre justement de donner un exemple, de donner une belle façon de voir la société. On trouve ça dans les éco-villages, par exemple. Donc, le serviteur, c'est quelqu'un qui a donc une forme de vision hein, de cette volonté de servir, mais il conscient quelque part que la volonté de servir, souvent dans la société actuelle, elle est souvent mal perçue. C'est-à-dire que si tu es au service de quelqu'un, ben, je vais pouvoir profiter de toi. Plus tu es au service des autres, plus je peux profiter de toi. C'est un peu la mentalité souvent que l'on a. Quand quelqu'un est à notre service, on va souvent abuser de lui. On ne va pas chercher à avoir une relation éthique avec lui, c'est-à-dire de gagnant-gagnant. On va souvent profiter de la personne. Donc, la situation justement du serviteur, c'est sa faiblesse, et c'est que lui pourrait se faire happer par les autres, mais il doit apprendre justement à s'assumer. Et assumer, ça veut donc dire quelque part de reconnaître, de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de servir, puis j'ai envie de servir dans des conditions qui sont parfaites, qui sont vraiment agréables, qui sont vraiment convenables pour moi. Et c'est ça qui va l'amener souvent à avoir une vision, une proposition qu'il va faire d'une nouvelle société, disons. Et comme il a compris qu'il ne pouvait pas changer le monde, bien, il va chercher justement à développer un monde qui va lui être davantage plus approprié. Par exemple, ça pourrait être un chef d'entreprise qui va développer une compagnie dans laquelle les règles vont être des règles plus humanistes, je dirais, que ce qu'on retrouve logiquement, naturellement. Vous voyez, ça serait un peu comme ça qu'on pourrait voir ça par rapport aux serviteurs. Alors, vous voyez que plus on augmente dans les chakras, mais plus évidemment, il y a comme une ouverture, pourrait-on dire, une forme de vision plus globale, je dirais, qui se manifeste. Le créateur, qui est chakra de la gorge, qui est donc la cinquième mission de vie, c'est celui, évidemment, qui va être inspiré par un potentiel créateur. Il faut savoir que les trois chakras ici sont directement reliés au ciel. Donc, on touche davantage des gens inspirés et inspirants parce qu'ils sont en connexion avec des formes d'expression qui sont moins maîtrisées par l'être humain que les quatre chakras précédents. Donc, le chakra de la gorge va être un créateur. Le créateur, bien évidemment, c'est celui qui a une forme d'avant-gardisme puisqu'il sait des choses que les autres ne savent pas. C'est ça un peu l'idée du créateur, c'est qu'il va vouloir amener des nouvelles idées. Évidemment, les nouvelles idées qu'il va vouloir apporter sont des fois difficiles à faire entendre. Et c'est ça qui va être le défi du créateur, c'est de pouvoir arriver à faire valoir cette expression créatrice, même si son entourage n'est pas réceptif à ces idées créatrices-là, parce qu'il y a une longueur d'avance. Donc, les gens ne vont pas nécessairement adhérer à sa vision du monde. Il faut se prendre un certain temps avant d'arriver
à quelque chose à ce niveau-là. Il y a ensuite évidemment aussi, après donc le créateur, il y a donc le philosophe, qui est le 6e chakra, qui lui va nous mettre en relation avec ce que j'appelle le témoin sage. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourrait appeler les philosophes, les psychologues, toutes les personnes à quelque part qui cherchent à comprendre l'humain, comprendre la vie aussi, sont beaucoup de l'ordre des philosophes parce que ce sont des gens qui sont dans la réflexion, ils prennent une distance naturellement et ils observent des choses. Donc, ils ne vont pas commencer ce ne sont pas des gens d'action, c'est plus des gens qui sont en retrait et qui observent. Et parce qu'ils observent, ils sont capables de nous faire comprendre des choses que l'on n'aurait pas compris nous-mêmes. Mais eux sont capables de prendre la distance requise pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Donc, ce sont des bons coachs, des bons psychologues, des bons philosophes, des êtres qui sont des sages et des conseillers intéressants parce qu'ils vont être capables vraiment de nous faire comprendre des choses que l'on n'aurait pas compris nous-mêmes parce qu'on n'a pas cette capacité de distance qu'eux ont. Alors, vous voyez, c'est ça qu'on va retrouver chez le philosophe. Alors, évidemment, donc, le philosophe, c'est une voie vraiment très importante, hein, quelque part, encore une fois, dans la société actuelle, puisque les philosophes sont des êtres qui sont capables de nous pointer du doigt le chemin, à quelque part, de l'évolution humaine. Ils sont capables de comprendre, à quelque part, c'est quoi la position de l'humain dans l'humanité et dans l'univers. Et c'est quelque chose, évidemment, qui n'a pas été valorisé tellement, cette facette-là, parce que l'être humain est tellement tourné sur lui-même. Et là, je parle collectivement et je m'inclus en le disant pour que tout le monde se sente d'accord. C'est-à-dire qu'on est tellement tourné sur nous-mêmes qu'on a appris, à quelque part, à ne pas reconnaître les lois de l'univers. Et le philosophe, lui, va beaucoup s'intéresser à identifier ces lois de l'univers, qu'elles soient d'ordre psychologique, donc comprendre l'individu, comprendre la société, mais également de niveau spirituel aussi. Il a une volonté de comprendre et d'élargir son champ de conscience le plus possible. La 7e mission de vie, c'est le spirituel. Alors, le spirituel, évidemment, c'est celui, à quelque part, qui a donc, c'est le chakra, le 7e chakra, hein, donc c'est vraiment un niveau de conscience supérieur. C'est l'individu qu'on pourrait dire réalisé. C'est-à-dire, cet être humain-là a comme réalisé, quelque part, ce qu'il avait à faire sur Terre. Il a compris très clairement ce qu'il était. Il a très bien compris, quelque part, qu'il avait accompli, quelque part, sa mission de vie. Donc, ça peut arriver dès la naissance, hein, mais ça peut arriver à travers le cheminement de la vie où on a compris qu'on a accompli quelque chose. Et dans cet accomplissement-là, ben, quelque part, on atteint un certain niveau de réalisation où on n'a plus justement rien à prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Donc, vous voyez que cette mission de vie-là, bon, elle est sans doute moins fréquente, hein, on la voit moins souvent dans l'humanité parce qu'il y a beaucoup moins d'êtres humains qui atteignent ce niveau-là. Mais ce sont des gens, quelque part, qui vont finalement être des gens qui ont accompli de grandes choses et qui ne vont pas nécessairement être dans la lumière nécessairement. Hein. Ça peut être des gens qui sont en retrait, mais qui ont compris quelque part qu'ils avaient trouvé leur place dans la vie et que cette place-là dans leur vie qu'ils ont trouvée n'est pas nécessairement reliée aux êtres humains. Elle est reliée à quelque chose de plus vaste et plus global. Elle est plus en harmonie avec quelque chose comme une forme de mission de vie cosmique, pourrait-on dire, qu'eux ont compris qu'ils avaient atteint. Alors, vous voyez, ça, c'est 7 missions de vie que j'avais envie de vous exprimer. C'est cette mission de vie-là, évidemment, à travers l'expression de ce que j'ai pu vous partager, vous avez peut-être pu identifier à travers ce chemin-là que je vous ai présenté, à vous dire, mais tiens, moi, je suis très bâtissant, moi, tiens, moi, je suis très communicateur, ou moi, je suis très communicateur et très guerrier, ou vous avez peut-être pu, donc, vous-même, identifier quelque part certaines composantes de ce qui anime en vous, de ce que vous reconnaissez qui est présent en vous. Alors, évidemment, on n'est pas là pour... Je ne peux pas vous donner des enseignements comme tels pour développer davantage là-dessus, mais j'avais envie de vous inviter à prendre le temps, donc par la logique et puis par la résonance de ce que vous avez pu ressentir dans ce que je vous ai dit, de vous dire, mais tiens, moi, je suis plus ceci, je suis plus cela, et donc d'arriver vous-même à pouvoir comme reconnaître des éléments. Ces éléments-là dont je viens de vous parler quelque part, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut être un mélange de plusieurs composantes, et c'est ce mélange-là qui va faire qu'on va pouvoir toucher une couleur de mission de vie qui va nous ressembler et qui va nous allumer. La chose importante par rapport à la mission de vie, c'est qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui fait que quand je suis couché au lit, je me lève? Qu'est-ce qui fait que je suis excité à me lever le matin pour faire quelque chose qui donne sens à ma vie? Alors, vous voyez, c'est ça vraiment la mission de vie. C'est cet élément fondamental-là à laquelle il faut réfléchir. Et à partir du moment qu'on l'a identifié, c'est de quelle façon que je pourrais l'incarner maintenant dans ma vie. Vous voyez, ça, c'est une deuxième question qui va être fort importante sur laquelle vous pouvez réfléchir. Que faire quand on se retrouve et qu'on aspire à plusieurs de ces missions?
que faire quand on se retrouve et qu'on aspire à plusieurs missions? Bien, c'est certain que je viens de donner un petit peu d'éléments de réponse, hein, c'est-à-dire qu'on doit prendre le temps, prendre un papier et un crayon et de justement reconnaître. Hein, c'est un peu comme, on va en parler avec le contrat sacré dans un instant. Je vais revenir sur la question que tu me poses, Sigal, dans un instant. Je vais approfondir là-dessus. Il y a Caroline qui me disait aussi quelle est la différence entre communication et philosophie, et philosophe. Communicateur et philosophe. Ben, elle est grande dans le sens que le communicateur, on pourrait dire ça comme ceci, d'une façon générale, caricaturale, c'est le journalisme, par exemple. Le communicateur, c'est le journalisme. C'est celui, à quelque part, qui a envie de partager quelque chose. Quelqu'un qui est perturbé en tant que communicateur pourrait être un vendeur. Un vendeur, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est d'imposer la vente à quelqu'un d'autre. Là, je fais une caricature en le disant comme ça. Hein. C'est pas tous les vendeurs qui sont comme ça. Mais il y a des vendeurs qui ont le désir de te vendre à tout prix quelque chose parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est faire un chiffre d'affaires, c'est faire de l'argent, c'est de pouvoir finalement nous vendre ce qu'il doit vendre, tout simplement. Alors, donc, le communicateur est donc quelqu'un qui a une forme d'authenticité avec lui-même, puis une forme d'authenticité dans son partage. Ça, c'est dans une vision équilibrée, mais souvent, il peut effectivement sombrer dans une forme d'intérêt. C'est-à-dire que moi, je suis connecté avec moi, j'ai des intérêts et je vais chercher justement à vouloir les faire valoir aux autres. Alors, voilà, ça serait une distinction à faire entre le communicateur et le philosophe, puisque le philosophe, lui, il a un désir quelque part c'est pas un individu qui est si connecté que ça avec lui-même. Il est davantage connecté avec le ciel. Donc, il est davantage connecté avec une forme de vérité profonde qui fait que c'est un grand intuitif, c'est un être de sagesse. Donc, il comprend des choses que beaucoup d'autres êtres humains ne comprennent pas parce que lui n'est pas impliqué dans le processus. Il est en retrait. Et parce qu'il est en retrait, il est capable de comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas. C'est ça qu'il faut comprendre de ça. Donc, j'espère que ça te clarifie, Coraline, concernant cette question-là, mais tu pourras toujours revenir sur la question. Donc, pour conclure sur cette première présentation-là, c'est que ce que j'avais envie de vous parler, c'est le contrat de vie. Le contrat de vie amène justement cette notion de dire, ben, tiens, maintenant, j'ai identifié une ou plusieurs composantes d'une mission de vie. J'ai pu prendre le temps de regarder qu'est-ce qui m'excitait, qu'est-ce qui m'allumait en moi, de quelle façon j'aurais envie d'incarner ma lumière. Donc voilà, j'arrive à constater que je suis porteur d'un futur meilleur, d'un potentiel expansif, évolutif en moi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, pour faire un contrat sacré, ben, on doit faire un constat. À partir du moment que j'ai reconnu que moi, j'avais envie de faire quelque chose, entre guillemets, d'extraordinaire, hein, qui est relié à ce changement-là de vie, je dois constater que mon changement de vie que je compte faire n'est pas accessible actuellement parce que j'en suis pas encore là. Donc, pour arriver maintenant à le mettre en place, ce changement-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est faire un constat. Le constat, je vais donner un exemple, ça fait 5 ans que je ne m'assume pas et que je suis complètement dépendant de d'autres personnes et que je me laisse guider ou je me laisse maltraiter par ces personnes-là et que je ne dis rien, par exemple. Alors ça serait un constat. Je ne suis pas en train de me juger. Je ne fais simplement qu'objectiver que je prends conscience aujourd'hui que pendant les 5 années, j'ai accepté, moi, de me mettre dans une position où des gens disaient de moi. J'ai bien dit, j'ai accepté. C'est important parce que le deuxième élément, à partir du moment que je fais un constat dans lequel je ne me juge pas, c'est un constat. J'observe que pendant 5 ans, je ne me suis pas respecté, je me suis laissé imposer des choses que je n'aurais peut-être pas dû. Voilà. Responsabilité, deuxième étape. La responsabilité, c'est quoi? C'est que je prends conscience que je suis responsable du fait de ne pas avoir été, donc, en harmonie avec moi. Donc, je suis pleinement responsable. Donc, je ne suis pas en train de pointer du doigt à quelqu'un cette situation-là. Oui, il y a des gens qui en ont profité, pourrait-on dire. Mais c'est moi qui ai accepté de me mettre dans cette position-là. Je pense que c'est très important, cette notion de responsabilité qui me permet à ce moment-là de me rendre compte que je n'ai pas à pointer du doigt qui que ce soit. C'est moi qui est responsable. Et que parce que je suis responsable, ben, je peux me pardonner. C'est la troisième étape. Le pardon va devenir essentiel. Parce que si je me pardonne, ben, je vais commencer justement à pouvoir ensuite manifester la gratitude en acceptant l'idée que ça avait un sens, tout ça. Pendant ces 5 années-là, je ne me suis pas respecté. Ben, j'ai appris à reconnaître en moi mes limites. J'ai appris à reconnaître que je n'avais plus envie de ça, que je n'avais plus envie de continuer à être comme ça. Donc, j'ai développé une forme de valeur à mes yeux que je n'avais pas il y a 5 ans passés. Donc, une gratitude que je peux développer par rapport à ça. Et cette gratitude m'amène par la suite à faire une déclaration. La déclaration, c'est oyez, oyez. Je prends conscience que depuis 5 ans, je me comporte de telle façon et j'en suis pleinement responsable. Et je prends conscience aujourd'hui que je n'ai plus envie d'être comme ça. Donc, dorénavant, dans telle circonstance et telle circonstance,
je n'agirai pas de cette façon-là, je vais agir plutôt de telle autre façon. Donc, cette déclaration que l'on fait, c'est un peu comme un engagement, c'est un peu comme un contrat que l'on effectue avec soi-même. Et ce contrat-là, on pourrait aussi l'impliquer avec d'autres gens. Je donne un exemple, j'ai un mari ou une compagne et je prends conscience d'un changement que je souhaite manifester et ce changement-là va avoir des implications sur ma relation. Donc, il serait normal que je partage ma déclaration avec mon partenaire, non pas pour lui dire, le pointer du doigt, mais plutôt au contraire de dire, hey, j'ai pris conscience de quelque chose, je me suis complètement éloigné de moi pendant un certain nombre de temps, j'en ai pris conscience, je suis pleinement responsable, et là, dorénavant, je vais me prendre en charge et je vais être différent. Et pour cette raison-là, je vais me comporter avec toi de telle façon différente. Ne le prends pas mal, ne le prends pas comme une agression, je le fais pour moi et pas contre toi. Et ce que je te demanderais, c'est que tu puisses me tendre la main là-dedans pour qu'on puisse facilement passer à travers ça, et qu'on puisse plus facilement passer à travers ça. Alors, vous voyez que ça peut être intéressant aussi de faire une déclaration envers un partenaire également. Puis la dernière étape, c'est finalement faire un mantra de transformation, qui est un mantra qui va nous permettre justement de pouvoir, une phrase courte en fin de compte, qui va refléter ce qu'on est en train d'amener comme changement. C'est-à-dire qu'on va parler au présent dans la phrase courte et on va reconnaître effectivement les bienfaits que ça nous apporte que le changement qu'on cherche à mettre en place. Mais comme si on l'avait déjà atteint. Donc, c'est une phrase au présent où on se dit, ben voilà, je me sens bien parce que je m'affirme à tous les jours et cela me permet de m'épanouir d'une façon de plus en plus grande. Par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça, mais c'est une phrase évidemment qui va résonner en nous et qui va nous interpeller et qu'on va répéter le plus fréquemment possible au besoin et on va le faire pendant un bon 21 jours, et peut-être même plus, pour s'assurer quelque part qu'on puisse faire le changement. L'important, évidemment, dans ce contrat sacré qu'on effectue avec soi, c'est qu'on ait un petit journal intime et qu'une fois par semaine, on puisse faire un bilan de notre semaine pour rectifier justement ce processus-là de transformation qu'on cherche à mettre en place. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager concernant cette notion de mission de vie. Sigal qui me dit, pour moi, c'est une vérité fondamentale et parfois difficile à appliquer au quotidien, mais formidablement bénéfique de ne pas mettre les malheurs sur le dos des autres. C'est clair que ça touche la notion de responsabilité. Et la responsabilité, c'est quoi dans la pratique chamanique? C'est l'enracinement, c'est-à-dire la position de verticalité. La position de verticalité signifie quoi? Ça signifie que j'ai mes deux pieds sur le sol, que je me relie à l'énergie tellurique de la Terre, que j'accepte que l'énergie tellurique de la Terre circule à travers mon corps et que j'accepte ensuite l'énergie du ciel qui va circuler en moi. Et que dans ce mouvement de va-et-vient énergétique, je suis en train de contenir de l'énergie. Cette contenance de l'énergie, c'est quoi? C'est l'accueil de l'amour que j'ai pour moi-même qui fait que je suis capable d'assumer pleinement qui je suis. Et en assumant pleinement qui je suis, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas en train de prendre cette énergie-là pour la transmettre vers d'autres. Par exemple, je vous donne un exemple, je suis en colère contre quelqu'un parce que je n'assume pas quelque part ma volonté de m'affirmer. Donc, parce que je me sens mal de m'affirmer, je vais manifester de la colère vers une personne. Donc, je vais pointer du doigt la personne en lui disant c'est de sa faute. Autre exemple, je tombe en amour. Quand on tombe en amour ou quand on tombe amoureux, on tombe de toutes les façons. Et si on tombe, bien évidemment, on est dans une position, on n'est pas dans une position de verticalité. Donc, je pense que c'est important, évidemment, de bien comprendre qu'il y a une notion de responsabilité, mais en idant cette idée qu'on doit apprendre à se tenir debout et à assumer qui on est, ce qui n'est pas une tâche facile, on est d'accord, mais c'est quand même l'objectif qu'on doit apprendre à faire. Et dans la pleine conscience intuitive, bien évidemment, à travers les voyages qu'on effectue à travers soi, bien, on est accompagné dans un processus, une méthode de travail qui va nous permettre d'approfondir et d'être capable d'arriver justement à cheminer à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le premier volet qui était donc la mission de vie. Et du coup, ça nous rend beaucoup moins perméables aux assauts extérieurs. Bien sûr, la pratique d'enracinement, c'est ça, en fin de compte, c'est une forme de protection. On me demande souvent des fois comment tu te protèges, j'ai peur, moi, de tout ça, mais on n'a pas de quoi. On n'a pas de qu'est-ce qui anime. Hein? Moi, si j'ai peur d'être possédé, par exemple, mais pourquoi j'ai peur d'être possédé? Mais parce que j'ai l'impression que je suis perméable à la possession. Alors, on comprend ici que l'on crée nos propres peurs par notre incapacité à être en harmonie avec soi, à être en accord avec soi. Et que plus j'apprends à être en accord avec moi-même, plus j'apprends à me tenir debout, être dans une position de force et pas de faiblesse. Et ça, je pense que c'est bien important de comprendre ça. Le deuxième volet que j'avais envie de partager avec vous, c'est le pouvoir transformateur de l'amour. Alors, vous savez sans doute que des recherches scientifiques se font dans le monde qui mettent en évidence quelque chose de très intéressant. Par exemple, il y a des gens qui vont
il y a une plante à quelque part dans une île Mouk, par exemple, et on va demander à des gens d'avoir des pensées de gratitude et de bienveillance envers la plante pendant X temps. Et parallèlement à ça, il y a d'autres plantes qui vont malheureusement ne pas avoir la chance de bénéficier de ces pensées bienveillantes. Ce sont des pensées même quelque part simplement neutres qui vont lui être adressées. Et il a été observé dans les recherches que les plantes qui bénéficiaient de cette bienveillance-là ont eu des croissances beaucoup plus élevées et de santé, d'état de santé beaucoup plus élevés que celles qui ne bénéficiaient pas de ça. Alors, ce qui est intéressant dans ça, cette notion de... Tantôt, j'ai parlé que le processus de la pleine conscience intuitive fonctionnait grâce au véhicule qui est l'imaginaire. Le véhicule me permet de voyager en moi ou de voyager vers un partenaire ou de voyager vers une plante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je peux, grâce à ce véhicule, voyager vers une plante et de transmettre à cette plante-là des énergies bienveillantes et je vais constater qu'un mieux-être dans la plante qui va en résulter. Ça veut donc dire que moi, si je prends le temps de reconnaître que j'ai un pouvoir d'amour en moi, ben ce pouvoir d'amour-là, je peux le diriger vers des régions de mon corps qui ont besoin d'être aimées. Je peux le diriger vers les régions du corps de mon partenaire qui a besoin d'être aimé. Et on peut envisager que parce que je fais ça, j'aurai une action bienfaitrice envers moi-même et envers mon partenaire. C'est intéressant cette idée de ce pouvoir transformateur de l'amour parce que l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui unifie. Alors moi, quand je suis dans une position de verticalité, je suis en train de m'aimer et je me suis unifié à moi-même. Je suis tellement unifié à moi-même que je me sens en accord avec qui je suis. Je ne suis pas en train de ne pas m'aimer. Je suis en train de m'unifier. Tellement m'unifier que toutes les cellules de mon corps, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Répétez après moi, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alors quand on s'aime, qu'est-ce qu'on fait? On s'unifie. On renforce à quelque part notre identité et on donne à quelque part notre champ énergétique une forme de cohérence parfaite qui va faire qu'on va augmenter notre capacité justement à être en état de bien-être et de bienveillance à soi-même. On va s'aimer, on va s'apprécier, on ne va pas se juger, on ne va pas être dur avec soi. Donc, le pouvoir transformateur de l'amour, c'est un apprentissage dans lequel on constate que dans mon propre champ énergétique, je suis donc physiquement un être complet, hein, je n'ai pas une tête coupée, puis quoi que ce soit, mais dans mon champ énergétique, on peut avoir des impressions que dans mon champ énergétique, je peux être coupé. Coupé de quoi? Mais coupé, il y a des endroits dans mon corps où l'énergie ne circule pas bien, parce que j'ai des blessures qui ont pu avoir lieu, des opérations, des accidents qui ont pu entraîner donc des cassures, des blessures au niveau de mon champ énergétique, dont je ne suis pas conscient, mais qui sont là, qui empêchent la circulation énergétique de se faire harmonieusement. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu ces traumatismes, mais peut-être parce qu'il y a aussi un manque d'amour qui se sont développés dans ces régions-là et qui sont reliés à des événements, des situations de vie qui reflètent ce manque d'amour-là. Donc, vous voyez que ça peut être une manifestation. Il peut y avoir également des situations, des émotions qui peuvent, des événements de ma vie. Alors, j'ai 8 ans, je me sens abandonné. Bon, alors j'ai 8 ans, je me sens abandonné. Ben, quelque part, dans mon propre champ énergétique, je peux avoir une signature de cet abandon-là qui est encore présent, qui va faire que dans une région de mon corps, l'énergie va moins bien circuler parce que la blessure qui est en moi va être trop présente. Alors, vous voyez que c'est aussi une marque, un manque d'amour qui se manifeste là. C'est-à-dire que je ne suis pas en accord avec cette expérience que j'ai vécue parce que je me suis senti abandonné et ça m'a fait trop mal. Donc, je l'ai comme enveloppé dans une congestion, pourrait-on dire, pour empêcher qu'elle me dérange. Donc, pour garder un équilibre précaire, j'ai créé cette situation-là. Mais ce que je ne sais pas, c'est que dans mon propre champ énergétique, il y a un manque de circulation qui s'effectue. Donc, vous voyez que ça, c'est une autre façon de ne pas s'aimer qui se manifeste dans notre champ énergétique. Les pensées. Hein, je peux avoir des pensées à quelque part de haine, des pensées colériques, critiques. Alors, ces pensées-là, quelque part, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles empêchent, encore une fois, l'amour de s'exprimer en moi. Parce que quand je critique, je suis en train de pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose et ça ne me permet pas, moi, d'être en accord avec moi-même. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, finalement, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, avec la situation du coronavirus, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de pensées négatives, qu'elles soient d'un bord ou de l'autre, hein, qu'on soit pour ou contre ce qui se passe dans le monde actuellement, qu'on soit parce qu'il y a deux gros groupements quelque part qu'on retrouve un petit peu. Il y a ceux qui sont conspirationnistes, pourrait-on dire, puis ceux qui sont plutôt davantage en accord avec ce qui se passe, qui comprennent du moins. On est dans une situation quelque part où, dans les deux cas, on va générer des émotions, on va générer des pensées.
qui vont même créer des situations de conflit avec d'autres êtres humains. Donc, il faut se rendre compte ici, quelque part, que le pouvoir de l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité, justement, de reconnaître qui je suis. Mais parce que je reconnais qui je suis, ben, je peux te reconnaître. Hein, tu n'es pas mon ennemi. Je peux t'accepter. Je peux même t'aimer parce que tu n'es pas en train de venir contester qui je suis, parce que moi, je m'aime. Donc, je peux comprendre que tu ne sois pas en accord avec ce que je suis en train de te partager, mais ça ne t'empêche pas que moi, je peux t'aimer, puis que tu peux m'aimer, puis qu'on peut partager. Alors, ça demande une forme de maturité, tout ça. Mais c'est quelque chose, quelque part, je pense que l'être humain est en train, on tend dans cette direction-là. Il faut comprendre que l'être humain est en train d'évoluer actuellement et que les expériences de vie qui sont en train de se passer actuellement le confrontent à devoir évoluer, progresser. Et que l'idée, donc, de ce pouvoir transformateur de l'amour, c'est de comprendre que moi, en tant qu'être humain, j'ai une responsabilité à m'aimer. Et dans le voyage que j'effectue en moi, ben, je ne vais pas apprendre, évidemment, à effectuer cet acte d'amour envers moi-même. Il y a des techniques qui existent dans la pleine conscience intuitive qui contribuent justement à amener cette capacité justement de pouvoir favoriser donc une expression d'amour. C'est-à-dire que je peux apprendre donc à m'amener dans mon cœur. Et m'amener dans mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pleine conscience intuitive, quand je fais une action comme celle-là, je vais prendre le temps, évidemment, de voir, d'entendre, de ressentir comment le corps va, comment ma perception avec laquelle je suis en interaction va réagir à ça. Ce qui va m'amener donc au questionnement, des programmations et soins dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est un travail de comment je peux favoriser l'amour, comment je peux rendre l'amour de plus en plus conscient en moi par une technique. Et quand je le fais sur quelqu'un d'autre, même chose. Comment je peux aimer davantage cette personne-là pour que je puisse davantage l'accueillir et l'accepter telle qu'elle est, dans sa globalité, dans sa différence. Donc, voilà, c'est ça un petit peu que j'avais envie donc, de partager par rapport à ça. Maintenant, l'autre élément, quelque part, que j'aimerais parler concernant donc ce pouvoir transformateur de l'amour, c'est que il y a l'aspect même spiritualité, c'est-à-dire qu'on peut se dissocier de la spiritualité. Il peut y avoir quelquefois des énergies qu'on peut avoir dans nous-mêmes d'ordre spirituel qui peuvent nous déranger. Par exemple, moi, j'ai expérimenté une expérience d'union avec le divin très forte, j'étais assez jeune, et là, finalement, je m'en suis coupé parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'avais l'impression que je ne pourrais plus exister, je ne pourrais plus vivre. Alors, on peut se couper de ça. Alors, vous voyez, c'est une autre façon de ne pas s'aimer. J'ai une expérience forte que j'ai vécue, et je m'en suis dissocié parce que j'ai l'impression que je n'avais pas le droit à ça. Donc, vous voyez, c'est tous des éléments comme ça qui vont faire qu'on va se retrouver dans un champ énergétique qui est dissocié, qui est comme coupé en morceaux, et on va apprendre à travers la guérison de l'être, de pouvoir justement réparer ces morceaux-là. Et la pouvoir de l'amour va être un élément fort important dans lequel on va apprendre à comprendre la blessure, la souffrance. On va être capable de la déprogrammer et de la soigner dans un acte de bienveillance et d'amour envers soi-même. Et c'est ça, quelque part, qui est le pouvoir transformateur de l'amour. Évidemment, donc, ces deux volets-là que je vous ai parlé, la mission de vie et le pouvoir transformateur de l'amour, ça correspond à la première journée d'un week-end qui va avoir lieu, donc, très bientôt au mois de novembre. Je crois que c'est le 21 et 22 novembre. Donc, c'est un enseignement qui va être en ligne et qui va proposer ces deux volets-là. Donc, de quelle façon que je peux expérimenter ma mission de vie et de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut me permettre de l'approfondir. Et le deuxième volet, donc le pouvoir transformateur de l'amour, de quelle façon que je peux combiner le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins pour apprendre à faire un travail d'amour sur moi-même et de quelle façon je peux l'expérimenter sur une autre personne aussi. C'est ça qu'on va découvrir à travers ces deux mini-ateliers de la première journée de ce week-end-là. Donc, si on continue notre petit chemin, notre petit voyage, nous avons également l'auto-guérison. L'auto-guérison, c'est le troisième volet. Pourquoi maintenant vouloir s'auto-guérir? Bien, évidemment, j'ai identifié la mission de vie. J'ai reconnu quelque part qu'en moi, il y avait donc un contrat que j'avais mis en place. C'est ce que je vous invite à faire. Hein? Donc, identifier votre mission de vie, mettre en place un contrat sacré tel que vous l'avez proposé. Après ça, évidemment, de reconnaître quelque part de quelle façon que maintenant que j'ai reconnu que j'avais envie de changer ma vie, de quelle façon que je pourrais l'incarner. Mais pour incarner ce changement-là, il faut d'abord que je m'aime. Alors, de quelle façon je vais cultiver l'amour, mais c'est à travers l'observation, l'attention que je peux faire avec moi-même, où je vais apprendre donc simplement à porter régulièrement de l'attention pour cultiver l'amour avec moi-même. Donc, je vais observer mes pensées, mes émotions, ma façon de gérer mon énergie, pour apprendre à m'aimer d'une façon progressive et régulière. Alors, évidemment, ce sont des éléments que je vous donne comme ça pour vous donner des pistes pour pouvoir cheminer à travers ça.
Et quand j'incarne cette lumière-là, bien, inévitablement, plus je m'incarne, plus je m'aime, je vais être capable de devenir plus conscient par mon élargissement de l'amour de mon cœur, je vais devenir de plus en plus conscient des perturbations qui peuvent être en moi. La pleine conscience intuitive, elle est beaucoup liée au chakra du cœur qui se développe et qui fait que je m'aime de plus en plus et que dans cet amour-là, je peux apprendre donc finalement à mettre en lumière tout ce qui est désordonné en moi, par exemple. Donc c'est là que je vais apprendre à m'aimer dans certaines zones de désordre et je vais apprendre également à m'auto-guérir dans certaines situations où j'ai des problématiques de santé qui vont être plus présentes. Alors, l'auto-guérison, évidemment, c'est quoi? C'est que quand j'observe une personne devant moi, ce que je vais constater, c'est qu'il y a une forme de lumière qui se dégage du corps physique de cette personne-là. Et cette lumière-là, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que le corps humain est en intercommunication avec le cosmos. Alors, les deux pieds sont reliés à l'énergie tellurique de la Terre et ça veut donc dire quelque part que la vie, l'énergie de la Terre, vient amener de la vie en moi. Elle vient m'apporter donc une certaine expression de vie en moi. Et cette énergie-là tellurique de la Terre me permet de me relier, donc, de m'ancrer à la Terre, finalement, puis cet ancrage-là va me permettre de me connecter avec le ciel. Et le ciel, c'est les énergies cosmiques, dont le Soleil. Et le physicien Pop lui a mis en évidence que le Soleil produisait donc de la lumière, des particules lumineuses qu'on appelle les photons. Et ces photons-là sont absorbés par nos cellules et les cellules vont ensuite réémettre de la lumière, comme un genre de phénomène de respiration biolumineuse. Alors, quand je regarde le champ énergétique d'une personne devant moi, qu'est-ce que je vois? Je vois son potentiel santé. C'est-à-dire que plus la personne a un mauvais potentiel de santé, c'est-à-dire qu'il y a des perturbations dans son expression lumineuse, plus je peux convenir que c'est une personne qui a donc des zones de faiblesse dans son corps et que si on ne fait rien, elle va développer la maladie. Par contre, si on fait des actions pour rétablir cette lumière-là dans son corps, on va lui redonner son potentiel santé qu'elle avait perdu. Alors, vous voyez que c'est ça un peu qui va être l'idée de base de l'auto-guérison, c'est d'apprendre effectivement à faire des voyages en moi pour être capable de m'accompagner journalièrement dans un travail de guérison pour garder mon potentiel santé au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps va vieillir moins rapidement de cette façon-là. Je vais favoriser un grand mot, attention, négantropie. Négantropie, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en physique quantique, mais aussi en médecine quantique, qui met en évidence que moins j'ai de friction dans mon corps, plus l'énergie circule de façon fluide et libre, moins le corps va vieillir, puisque l'énergie va se régénérer d'une façon continue, qui veut donc dire que mon corps va vieillir moins rapidement. Par opposé, on va appeler l'entropie lorsque le corps a des tensions, des frictions qui vont faire qu'il va y avoir une usure qui peut être même prématurée. C'est-à-dire que je pourrais même vieillir plus rapidement dans un cas d'entropie, puisque mes ressources énergétiques vont être dépensées beaucoup plus fortement pour essayer d'avoir un certain équilibre dans ma vie. Ainsi, moi, je suis plein de déséquilibre en moi, ça ne paraît pas physiquement, sauf que dans mon champ énergétique, je peux avoir plein de perturbations, et ces perturbations, ben, ils vont se manifester sous forme d'entropie, donc d'usure prématurée, qui vont vieillir mon corps. Alors donc, tout le travail d'auto-guérison ben, va consister justement à faire des voyages en moi pour rétablir la circulation énergétique, pour amener justement une position où la lumière devienne de plus en plus abondante dans tout mon corps, dans tout mon être. Et comment je vais faire ça? Bien évidemment, c'est en comprenant la cause de ma problématique de santé. Hein? Donc, arriver à questionner les perturbations qui sont en moi pour en comprendre la cause. Je vais ensuite chercher à faire un travail donc, de déprogrammation. Je vais demander aux régions de mon corps qu'est-ce qu'elles ont besoin pour être plus en paix et en harmonie, et je vais leur donner. Parce que ce qui est merveilleux dans la déprogrammation, c'est que l'on peut, par le pouvoir des tensions, par le pouvoir de l'imaginaire, prendre notre véhicule imaginaire, mettre plein de belles intentions dedans, qui vont correspondre à la demande qui nous a été faite, et on va l'envoyer, et on va constater qu'en faisant ça, il y a donc des transformations qui vont en réalité. C'est un peu comme si on permettait à une communication, à une discussion de prendre forme, qu'elle soit de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieuse entre moi et mon corps. Et c'est comme ça que je vais finalement permettre à la négantropie de se remettre en place, à permettre à la vitalité de se remettre en place, à des changements de croyances de se mettre en place pour que la santé puisse redevenir, être au rendez-vous finalement. J'ai une question ici. L'amour dont tu parles est essentiel à la vie. Il nous permet d'être nous-mêmes. Bien, effectivement, c'est que l'amour dont je parle, peut-être c'est bien de définir, c'est pas l'amour dans le sens je t'aime, hein, c'est je nous aime. Et je nous aime dépasse largement qui je suis
et qu'est-ce que vous êtes. C'est-à-dire, quelque part, c'est le grand tout. On parle d'un amour universel. Et cet amour universel, il faut savoir que quand on dit qu'on est tous reliés, on est tous reliés par quoi et par qui? On est tous reliés par une énergie. Cette énergie, c'est quoi? C'est une énergie unificatrice. Et cette énergie unificatrice, elle nous met dans un contexte où on est incarné dans la matière. Mais l'énergie unificatrice, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que plus on évolue dans la conscience, plus on renoue contact avec une forme d'unité. Cette unité, c'est l'amour universel. Alors, tout le processus d'incarnation, c'est que ça nous éloigne de l'unité, on redevient quelque part des êtres distincts, et à mesure qu'on évolue, on se rend compte que cette distinction-là, finalement, elle est une illusion, et qu'on renoue contact avec cette unité-là, quand on se libère de toutes les programmations mémorielles qui nous ont empêchés, finalement, d'accéder à cette unité-là. Donc, vous voyez que ça devient très intéressant de comprendre ça, parce que ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, j'apprends à me libérer, à quelque part, du connu à travers cette démarche-là. Et c'est l'essence même de la vie, tout à fait. C'est quelque chose de tout à fait logique, on est tous d'accord, mais en même temps qu'on est tous d'accord, ce qui est curieux, c'est qu'on ne l'applique pas, malheureusement. Et je m'inclus en le disant, hein, on est tous dans le même bain, là. C'est-à-dire que cet amour universel, comment cela se fait-il qu'on n'est pas capable de la partager plus qu'on ne le fait? C'est là qu'on comprend quelque part la souffrance humaine. Et quand je dis la souffrance humaine, je pourrais parler de ma souffrance, mais je pourrais aussi parler de la souffrance, de votre souffrance, mais de la souffrance de l'histoire de l'humanité. On doit comprendre ici que chaque individu, nous sommes envahis par la mémoire collective de l'humanité. Et que tout ce processus de mémoire, finalement, fait qu'on ne parvient plus à renouer contact avec cette force universelle. Cette force universelle, elle n'est pas capable de nous atteindre parce qu'on est tout le temps coloré par plein de croyances, plein de doutes, plein de mémoires, finalement, qui nous isolent en quelque sorte de cette force fondamentale-là. Et j'aimerais peut-être vous dire, justement, parce que là, je parle de ce sujet-là, qu'il y a une prochaine conférence pour ceux qui sont intéressés, dans laquelle vous pouvez télécharger le Messager, qui est un livre que vous pouvez obtenir gratuitement en version PDF. Et il y a une conférence qui va s'appeler Devenir Messager en 4 étapes, qui va vous proposer justement une complémentarité de l'enseignement que je vous propose aujourd'hui et qui va être toujours préparatoire pour le week-end du 21 et 22 novembre. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Bon, il y a Michel qui me dit, j'ai commencé à le lire, c'est génial. Merci, merci Michel, c'est agréable d'avoir de beaux commentaires. Je vais vous avouer que ce livre-là m'a amené beaucoup, beaucoup de bons commentaires. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié. Et c'est un livre qui touche un peu ce qui se passe actuellement, parce qu'on est dans une situation où on parle de tout le processus, à quelque part, de piège que l'être humain, dans lequel l'être humain s'est mis en place. Et ce qui se passe actuellement, pour moi, reflète beaucoup ça. Et j'en parlerai davantage lors de cette deuxième conférence, puisqu'on va devoir se focaliser sur le sujet du jour, si vous voulez bien. C'est quelqu'un qui me dit peut-être parce qu'il faut faire de l'effort, de se dépouiller, sans pour autant nier notre aspect matériel. Puis on me parle aussi de la mémoire, des énergies mémorielles. Donc évidemment, qu'est-ce que c'est que les énergies mémorielles? C'est que quand on parle de guérison, on parle d'énergie. OK? Moi, si je regarde le champ énergétique d'une personne, je vais voir donc une personne physique devant moi, si elle est là avec moi, évidemment, et je vais voir donc un champ de lumière autour d'elle qui va refléter donc son rayonnement cellulaire, donc son potentiel santé. Ce qu'on découvre dans la pratique, c'est que cette lumière-là n'est pas 100% lumineuse. Elle est lumière, oui, mais il y a de l'information dedans. Ça veut dire quoi l'information? Ça veut dire que quand je me mets en relation avec l'énergie qui émane de moi ou d'une personne, je vais constater que de l'information mémorielle. C'est-à-dire, je vais découvrir que, ah tiens, dans ses pieds, il y a une mémoire d'elle, à l'âge de 5 ans, qui est triste, parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'elle voulait, par exemple. Ah, dans ses hanches, il y a une mémoire de son arrière-arrière-grand-père qui est là, qui est mécontent pour toutes les raisons. Et dans la gorge, il y a une mémoire d'autre vie qui est là, etc. Vous voyez, c'est que dire qu'on constate que l'être humain que je suis est porteur d'informations qui ne représentent pas ce qu'il est nécessairement. C'est-à-dire qu'il est toujours dû quelqu'un. Moi, je suis Sylvain Bélanger, j'ai un certain âge, etc. Mais dans mon propre champ énergétique, je peux être animé par des informations qui vont m'empêcher de pouvoir évoluer et progresser. Et ces informations peuvent provenir de mon histoire personnelle, donc des blessures avec lesquelles je n'ai pas fait la paix. Ça peut être des mémoires familiales dans lesquelles la famille, ma mémoire familiale, donc mon histoire familiale n'a pas fait la paix. Et ça peut être des mémoires d'autres vies qui impliquent que moi, je suis en résonance avec la souffrance qui appartient à d'autres mémoires de vie. Donc, tout ça, finalement, fait que je deviens pris par des bagages
lourde qui m'empêche d'évoluer, de progresser parce que je suis peuplé d'informations mémorielles qui m'isolent en fin de compte. C'est-à-dire que plus la mémoire est présente en moi, plus je me sens isolé et moins je me sens capable de me relier au grand tout. Le grand tout, c'est cette fameuse amour universel. Donc, tout le travail de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à voyager à l'intérieur de soi-même pour arriver justement à se dégager de tout ça. Et plus je me dégage, plus je me rends réceptif à moi-même et plus je me sens réceptif à ma capacité à pouvoir le faire sur quelqu'un d'autre. Puisque c'est ça quand même qui peut être intéressant aussi quand on veut le partager avec d'autres êtres humains, puisque plus je suis conscient de qui je suis, mais plus je deviens conscient de qui les autres sont. C'est tout à fait normal comme réflexion. Miel qui me dit merci de nous redonner les références du livre. En fin de compte, moi, ce que je te dirais, Miel, c'est que tu peux te référer à l'organisateur avec lequel tu es en contact. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir te donner le lien pour que tu puisses accéder au livre Le Messager en version PDF. Et aussi pour la conférence qui aura lieu, donc, si je ne me trompe pas, le 17 novembre, même heure, 20h ou 14h. Donc, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Alors, évidemment, si tu as des questions, tu pourras me revenir là-dessus. Ou si tu fais partie de mon mailing list, dans les mails que j'envoie, l'information, elle est là également. Tu vas la retrouver pour pouvoir t'inscrire directement. Donc, vous voyez que l'idée de l'auto-guérison, c'est qu'on va utiliser des techniques énergétiques qui vont, par exemple, être le transfert d'énergie. Le transfert d'énergie va être utilisé pour amener de la lumière dans mon propre corps. Donc, je vais rétablir la lumière qui est dans mon corps, puisqu'on l'a compris que s'il y a un manque de lumière dans mon corps, je vais la redonner. Et qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que quand je donne de la lumière dans mon corps, il y a donc des réactions dans mon corps qui vont résulter. Ces réactions vont être de quel ordre? Ils vont être d'ordre énergétique. Il va y avoir des transformations énergétiques qui vont se faire, des risques que ça devienne de plus en plus lumineux, qui est une bonne chose. Il peut y avoir également des réactions émotionnelles et psychiques, donc des mémoires qui vont réagir, des consciences mémorielles qui vont réagir. Donc, plus je rétablis le champ énergétique dans mon corps, plus il y a des réactions psycho-émotionnelles qui peuvent en résulter. Et c'est là, effectivement, qu'on peut arriver donc à constater cela. Donc, vous voyez que ça, c'est un travail qui va être important donc, de faire. Donc, de devenir conscient que oui, je peux mettre de la lumière dans mon corps ou mettre de la lumière dans le corps d'un partenaire, mais que quand je mets de la lumière, c'est peut-être normal qu'il y ait donc des réactions qui puissent en résulter et que grâce à la pleine conscience intuitive, je puisse être capable de devenir conscient des réactions, de la déprivation et des soins qui va faire que je vais favoriser donc un bien-être dans mon être et un bien-être dans mon entourage par le fait même. Alors, évidemment, il y a d'autres techniques d'auto-guérison qui sont vues dans le cadre de l'enseignement. Ça, je vous laisse le soin de le découvrir pour ceux qui suivront donc, le week-end. Mais le transfert d'énergie, c'est sans doute la technique la plus accessible à tous. Si on se rappelle que l'enracinement, c'est ma relation avec l'énergie tellurique de la Terre et ma relation avec l'énergie du ciel, et que je fais circuler ces deux énergies-là en moi, je les canalise dans mon cœur, et dans mon cœur, je les dirige vers mes mains, et voilà, bingo, on est en train de faire le transfert d'énergie sur soi et sur un partenaire. Donc, si on y va très simplement, c'est des techniques qui sont très simples. Vous allez me dire, oui, mais il y a du Reiki, il y a du ça, il y a plein de techniques quelque part, puis il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Oui, mais si on ramène à la simplicité de la chose, on est tous guérisseurs. On est tous capables de faire venir l'énergie de la terre, celle du ciel, de cultiver ça dans notre cœur et ensuite de distribuer dans nos mains grâce au véhicule imaginaire et ensuite de distribuer cette lumière-là en soi ou vers un partenaire. Donc, moi, je vous dirais, lancez-vous, expérimentez, puis voyez que ce n'est pas des blagues, c'est simple comme ça. Là. On a souvent l'impression de complexifier les choses. Pourquoi? Même parce qu'on manque de foi en soi. On n'a pas confiance au fait qu'on est des êtres merveilleux. Et on est né sur Terre avec cette merveille, mais on n'a pas eu la chance d'accueillir cette merveille en soi parce que justement, on ne nous a pas jamais donné un encadrement permettant cette beauté-là de prendre forme. Et je pense que c'est peut-être le temps pour nous de nous rappeler ça, que c'est quelque chose d'important de pouvoir mettre en place cela. Ensuite, donc, après le taux guérison, évidemment, il y a un quatrième aspect que je voulais aborder, évidemment, qui est celui donc, de la pratique d'un partenaire. Et avant tout, il y a une petite question qui m'est proposée ici. Marie-Lise, bonsoir Marie-Lise, comment faites-vous pour savoir quelle est la mémoire précisément qui se trouve au pied ou à la hanche? Bien, c'est ça la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que c'est un voyage. Tantôt, j'ai dit qu'on utilisait un véhicule, qui est l'imaginaire, pour voyager en moi, voyager vers un partenaire. Alors, c'est ce voyage-là qui va déterminer la qualité de l'information qui peut être présente. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je voyage en toi, Marie-Lise, je me permets de te tutoyer, j'espère que ça ne te gêne pas, mais et je me mets en relation avec toi et je vais donc capter de ton corps des informations.
Alors, ces informations, elles peuvent être au niveau des pieds, elles peuvent être au niveau des chevilles, des hanches, des épaules, de la tête. Il y a plein d'informations potentielles qui peuvent en résulter. Alors moi, je ne peux pas à l'avance dire, ah, ben ça va être au pied, puis si c'est au pied, ça veut dire telle chose. Bien sûr qu'on peut arriver à développer ce que j'appellerais un genre de langage universel, hein, qui donne des bases. Mais vous savez tous comme moi que quand on veut apprendre une langue, on peut avoir des bases, mais être capable de parler la langue, c'est autre chose. Donc moi, je suis en train d'écrire, j'ai 2 livres qui vont présenter les bases. Hein. Il y a un livre sur la spirale évolutive qui présente une typologie, qui va donner donc un genre de langage autour des chakras, et un autre qui s'appelle la symbolique psychoénergétique des organes, qui va présenter justement un langage au niveau des systèmes et des organes du corps. Mais ce langage-là, c'est un langage qui est de l'ordre de la théorie, qui nous donne des balises pour être capable de parler, de se débrouiller, disons. Mais si on veut parler de véritable langage intuitif, on doit être intuitif. Et pour faire ce voyage intuitif-là, ben, ça veut donc dire qu'on doit apprendre à voyager à l'intérieur de soi et faire des voyages. Alors, faire des voyages, comment? Ben, c'est de simplement voyager. Ah, ben tiens, je vais aller voyager dans mon pied, dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses. Je vais voyager dans mon corps. Et quand je vais voyager dans mon corps, si on y va très doucement et dans un état de calme, tranquillité, on va constater que, ah, c'est drôle, hein? Dans mes chevilles, je sens du froid, par exemple. Ah, mais par contre, dans mon genou, je sens très chaud. Ou, ah, je sens de la tristesse dans mes chevilles, ou je sens de la colère dans mes genoux. Je donne des exemples, hein, mais pour faire comprendre qu'à travers ce voyage-là, on constate qu'il y a des informations qui se manifestent à moi, que je n'ai pas commandées, que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas voulu consciemment, et qui se manifestent et qui s'imposent à moi. Quand je le fais sur un partenaire, c'est la même chose. Si je fais un voyage dans l'énergie de mon partenaire, je vais constater que quand je suis au pied, il se passe quelque chose, aux chevilles, il se passe quelque chose, et ainsi de suite. Si je prends le temps de le faire vraiment dans un état de lenteur, pour prendre le temps de se laisser imprégner par l'énergie de mon partenaire, c'est là que je vais être capable justement de constater qu'il y a donc des informations énergétiques que je vais capter, à des endroits où c'est plus perturbé, c'est surchargé, c'est hyperactif, c'est hypoactif au niveau énergétique. Je vais constater que dans ces surcharges-là, par exemple, ah, ben, il y a de l'émotion, de l'émotion de tristesse, c'est relié à une expérience vécue de j'ai 8 ans, ces expériences d'enfants de souffrance de l'âge de 8 ans est en relation avec une mémoire familiale, elle peut être en relation avec une mémoire d'autre vie. Ça, je commence à comprendre que grâce à la pleine conscience intuitive, on peut voyager et déterminer quelque part de quelle façon qu'on peut augmenter notre niveau d'information intuitive, parce que justement, on comprend quelque part que grâce au véhicule imaginaire, il suffit par notre intention de voyager. Voyager où? Bien, voyager dans le passé, dans mon histoire personnelle, voyager dans le passé, dans mon histoire familiale, voyager dans les mémoires d'autres vies. Alors, vous voyez que c'est très, très riche là, comme ça. Et ensuite, on peut évidemment voyager pour se rallier à l'âme, pour travailler, collaborer avec des guides. Alors, vous voyez qu'il y a plein de possibilités à travers ça et que tout ça se fait dans une démarche où on apprend à faire confiance à l'être que je suis. Je ne suis pas en train de donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je suis en train de me faire confiance et reconnaître ma grandeur. Et ma grandeur fait de moi un être qui peut collaborer avec des forces subtiles qui vont me guider pour me mener justement à faire un travail de guérison en plus grande profondeur. Moi, c'est un peu comme ça que je dirais ça. Donc, j'espère, Marie-Lise, que j'ai répondu à tes questions. Sigal qui me dit merci Sylvain de viser la simplicité et de nous rappeler cette simplicité. Ben, je te remercie. Je suis moi-même très simple, hein, donc c'est peut-être normal que je sois en mesure de vous parler de simplicité, puisque je ne serais pas capable de parler autrement. Mais blague un peu, parce que des fois, ça m'arrive d'être un peu plus compliqué. Mais ceci dit, ce que j'aimerais en fin de compte dire par rapport à ce que tu viens de dire, Sigal, c'est très important parce que pour moi, la pratique intuitive, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment un jeu d'enfant. Puis quand j'ai commencé au tout début, que c'était facile pour moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. C'est que moi, j'ai l'impression que j'avais, à quelque part, sans m'en rendre compte, une forme de simplicité. Et la simplicité, ça a été magique, ça s'est fait tout seul, puis j'ai jamais posé de questions à savoir, mais comment je vais faire? Mais non, ça s'est fait naturellement. Alors, quand on est à ce mode de fonctionnement où on est en relation avec notre imaginaire, puis on laisse le monde imaginaire se déployer devant nos yeux, de comprendre que l'imaginaire est vraiment un support pour me permettre de voyager en moi et en partenaire, on découvre véritablement quelque chose de fascinant et de merveilleux. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on est devenu adulte. Et souvent, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on s'est fait dire? Fais attention à ton imagination. Hein? On a bien appris à quelque part à ne pas faire confiance à notre imagination. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à ne pas faire confiance aussi. On ne pas faire confiance à ne crois pas en toi. Hein? Crois en Jésus. Crois au professeur, crois en tes parents, crois à plein de monde, mais ne crois pas en toi. Là, je fais une caricature en disant comme ça. Mais on n'a pas appris à reconnaître qu'on était des êtres merveilleux.
On n'a pas appris à reconnaître que le merveille qui était en nous ne faisait pas de nous un individu qui a besoin d'écraser l'autre parce qu'il était merveilleux. Ben non. Je suis merveilleux, tu es merveilleux, donc on va collaborer ensemble. On est tous les deux merveilleux. On n'a pas à se mettre en conflit. On est simplement à complémentariser, à chercher à évoluer, à progresser. Vous voyez, c'est ça, je pense, cette fameuse simplicité, on l'a appris à l'oublier parce qu'il y a des traumatismes collectifs dans notre histoire de vie. Il suffit de regarder les grandes religions, qu'est-ce qu'elles ont fait dans le monde, au niveau historique, pour se rendre compte qu'il y a énormément de souffrance au nom de l'amour, au nom de la religion, au nom d'une spiritualité, au nom d'un Dieu, énormément de souffrance qui était vécue. Alors, c'est certain que quand on commence à toucher cette spiritualité à l'intérieur de soi, ben, il faut avoir un certain courage, une certaine forme de confiance pour apprendre à déployer cette spiritualité-là et la laisser s'exprimer. Et c'est ça un peu que la pleine conscience intuitive, je pense, amène comme démarche d'arriver à renouer contact avec cette forme de simplicité qui est un monde qui ne m'appartient pas. Hein. Moi, c'est pas moi qui a le trademark, pourrait-on dire, de ce monde-là. C'est un monde qui existe par lui-même, mais il y a des façons de le développer. C'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que je partage dans l'enseignement. J'ai une autre question ici, Sigal, qui me dit, le discours de Jésus, d'ailleurs, de nous rappeler cette simplicité, toute rigidité, oui, toute rigidité mise à part, tu as totalement raison, Sigal, et je pense que dans tous les grands courants spirituels, dans toutes les grandes religions, je pense que la simplicité est un terme qui est mis en avant très fréquemment, mais en même temps, malheureusement, on a tendance à l'oublier, parce que quelque part, on n'a pas compris encore tous les secrets, je dirais, de la simplicité. Et je pense que c'est ça un peu que moi, j'essaye de transmettre le plus possible. Le quatrième volet, donc, de la conférence de ce soir, c'était la pratique de la pleine conscience intuitive à un partenaire. Un partenaire, ça n'implique pas d'être thérapeute, ça implique également d'être simplement une personne qui a envie de se faire du bien, puis envie effectivement de partager ce bien-être qu'elle peut reconnaître en elle avec d'autres êtres humains. Alors, on a vu un petit peu les éléments fondamentaux de ça. L'enracinement, qui est vraiment la première clé de départ, l'enracinement permet de faire quoi? On est en relation avec l'autre personne. Je pourrais tomber amoureux ou je pourrais m'éloigner de la personne parce qu'elle me déplaît, parce qu'elle me dérange, pour toutes sortes de raisons. Donc, que je sois tombé ou je sois en retrait de la personne, je suis en réaction de cette personne-là. Donc, dans la pratique de l'enracinement, qu'est-ce qu'on enseigne à faire? C'est, je ne veux pas, moi, tomber, je ne veux pas rejeter la personne. Je veux être dans une position d'alignement avec mon être qui va faire que cette personne-là, même si elle a, selon moi, une façon de fonctionner qui pourrait me déranger, je vais apprendre à observer ce qui se passe en moi. C'est là qu'on joint la notion de pleine conscience. La pleine conscience intuitive, c'est de reconnaître ce qui se passe en moi et de commencer à interagir avec ce qui se passe en moi pour en comprendre les mécanismes, pour être capable de mieux comprendre ma relation que j'ai avec l'autre personne, pour ne pas la rejeter, pour ne pas être en réaction vis-à-vis d'elle. Parce que si je suis en réaction ou je la rejette, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas en train de l'aider. Je suis en train de raisonner avec elle. Alors, tomber amoureux, bien, quelque part, ça peut être intéressant, tomber amoureux, c'est une sensation qui est très agréable, hein? Mais quand on tombe amoureux d'une autre personne, bien, on donne à l'autre personne un certain pouvoir qui peut entraîner des dynamiques malsaines dans les relations. Si on est deux êtres humains puis qu'on s'aime, et qu'on choisit de partager ensemble l'amour que l'on a plutôt que de tomber l'un sur l'autre, bien, on crée des relations beaucoup plus favorables. On peut suivre un chemin et ce chemin-là, bien, effectivement, nous permet de cheminer, d'évoluer, de progresser. Alors moi, je pense que cette notion de travailler avec un partenaire, c'est dans un premier temps de reconnaître que moi, j'ai à apprendre à m'assumer dans l'adulte que je suis et que cet adulte-là, bien, lui a envie donc de collaborer avec d'autres êtres humains, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, familial et tout ce que vous voulez. On revient toujours avec les mêmes bases. Moi, je suis debout, toi, tu es debout, puis on peut collaborer ensemble et on va se tenir par la main pour collaborer ensemble. Alors, toutes les relations, quelles qu'elles soient, reposent sur ce principe-là. Si on ne collabore pas ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On ne se prend pas la main. Et on ne se prend pas la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne collabore pas vraiment, il n'y a pas de zone de partage. Et s'il n'y a pas de zone de partage, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se reconnaît simplement, on n'est pas obligé de se dire des bêtises, on se reconnaît, mais on continue notre chemin, puis on n'est pas en interaction l'un avec l'autre. On n'est pas dans une relation amicale, on n'est pas dans une relation familiale, on n'est pas dans une relation professionnelle, on n'est pas dans une relation amoureuse. On n'est en rien. En fin de compte, on est dans une relation où on ne se côtoie pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de rien de partage. Qu'est-ce qui va déterminer une relation? C'est cette notion de partage. Et le partage, c'est quoi? C'est quelque chose que je reconnais en moi comme une envie que j'ai. Par exemple, je suis dans une relation, j'ai envie d'être ami avec toi, mais qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais reconnaître que j'ai une envie, que j'ai une volonté de me lier à toi pour avoir une amitié. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager avec toi l'émotion qui est en moi.
Ah, mais j'aimerais ça te connaître plus parce que j'expérimente du plaisir quand je suis avec toi, puis j'aimerais ça quelque part d'aller un peu plus loin pour mieux te connaître, pour arriver justement à permettre à ce plaisir-là de pouvoir s'épanouir. Et l'autre personne elle peut nous dire, ah, ben, c'est super ce que tu me dis parce que moi aussi, j'ai cette envie-là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer une zone de partage. Et cette zone de partage permet justement à deux êtres humains, avec bienveillance, de reconnaître qu'ils ont envie d'avoir une expérience commune de quelque chose. Et une expérience commune ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de se toucher. Ça veut dire que quelquefois, une personne va partir, va faire des trucs, l'autre aussi, ça va partir, et ensuite, on va se retrouver. Et c'est dans ce retour-là qu'on développe la relation. C'est là qu'on construit quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir s'épanouir. C'est intéressant parce que cette notion, nous, on est dans le monde terrestre. Et le monde terrestre, c'est quoi? C'est moi, je suis physique, toi, tu es physique, et si on n'est pas en train de se toucher, on ne se touche pas. Est-ce que c'est vrai? On dit qu'on est tous reliés. Alors, si on est tous reliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière qui se dégage de mon corps, la lumière qui se dégage de ce corps-là, de cette personne-là, bien, il y a un échange qui s'effectue même si on ne se touche pas. Et même si on n'est pas dans le même lieu physique, on pourrait être à l'autre bout du monde, puis même si on n'est pas l'autre personne est à l'autre bout du monde, on peut quand même se connecter. Ça implique des choses très intéressantes. Ça veut donc dire qu'on est en interrelation constante avec d'autres êtres humains, même si ces êtres humains-là sont à l'autre bout du monde. Et de quelle façon c'est possible de devenir conscient de ça? C'est de se rappeler qu'on a un véhicule qui voyage à travers l'espace-temps, qui n'est pas limité par la notion de distance. Que moi, si je veux communiquer avec quelqu'un qui est en Chine, ben, par le véhicule imaginaire, je peux me relier à cette personne-là et pouvoir recevoir de l'information intuitive, d'images, de sensations et de mots qui vont me permettre de guider cette personne-là possiblement aussi. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre, évidemment, que toute cette notion de voyage me permet de reconnaître que la présence, un bon enracinement, c'est fondamental. C'est vraiment une étape vraiment fondamentale. C'est ça qui va faire que je vais être capable, moi, de m'assumer dans mes besoins et qui va me permettre de pouvoir dire à mon partenaire, quelle que soit la relation que j'ai, de pouvoir exprimer à mon partenaire un sentiment, une émotion que je vis par rapport à une situation. Je vais donc pouvoir lui partager quelque chose. Et en lui partageant, ben, je lui tends la main. Et l'autre personne, ben, quelque part, ben, elle va pouvoir effectivement accueillir l'émotion. L'important, ce n'est pas de juger l'autre en disant je te partage quelque chose que je vis. Hein? Par exemple, je te partage quelque part, par exemple, une forme de je te parle de tristesse. Okay? J'expérimente une tristesse, je me sens te le partager. Je ne suis pas en train de te dire je suis triste à cause de toi. Je suis simplement en train de te partager un état émotionnel. Cet état émotionnel que je suis en train de te partager, ben, j'ai envie simplement de te le partager pour qu'il y ait communication, qu'il y ait un échange. Alors, dans le processus de la relation humaine, d'une façon naturelle, on doit apprendre, nous, en tant qu'humains, à partager l'émotion. À partir du moment qu'on partage l'émotion, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va ensuite exprimer un besoin. Hein? Je suis triste, puis j'aurais envie quelque part que tu prennes le temps, qu'on s'assoie, puis que tu puisses simplement, qu'on puisse pouvoir parler calmement quelque part de ce que j'aimerais te parler parce que je t'apprécie beaucoup, puis j'aurais envie effectivement qu'on prenne ce temps-là. Ça me ferait un plus grand bien parce que je me sens triste, parce que j'ai l'impression que quelquefois, ben, on n'a pas ce temps-là qu'on aurait besoin, il me semble, pour pouvoir être bien. Est-ce que tu serais d'accord? Si la personne dit oui, qu'est-ce qu'elle fait? On est en train de créer un lien de partage. Avouez que dans la communication naturelle entre êtres humains, on doit apprendre à faire ça. Et je tiens à dire que je m'inspire en vous disant ça de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir. Alors, cette façon de communiquer, c'est une volonté de communication non violente qui est basée sur un principe d'humanité. C'est-à-dire que moi, je veux communiquer humainement parlant avec un autre être humain et je veux être bienveillant avec cette personne-là. Donc, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être dur, je ne veux pas être bousculant, je ne veux pas le pointer du doigt. Je veux vraiment chercher à avoir une relation avec lui de communion, de collaboration. Et dans le processus intuitif, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver. C'est-à-dire que quand je suis avec une personne, si je me mets en relation avec cette personne-là intuitivement, ben, je ne vais pas commencer à la juger. Je vais prendre le temps d'accueillir ce qu'elle est, d'accueillir les images, les sensations, les mots qui vont se manifester de cette personne-là. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre le temps quelque part de décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, objectivement, dans une position de témoin. Je vais ensuite prendre le temps de questionner ces perceptions-là. Donc, quand je dis questionner ces perceptions-là, je ne suis pas en train de dire questionner à la personne. Je suis en train de questionner la perception qui émane de la personne. Et dans ce processus-là où je suis en train de discuter avec des perceptions, je vais potentiellement arriver à une compréhension de ce que le corps souhaite me communiquer.
Et ensuite, je vais pouvoir partager avec mon partenaire ce que j'ai expérimenté dans les formations qui m'ont été données. C'est un partage qui va être plus ou moins clair, possiblement, mais c'est un partage qui va me permettre d'établir une relation, un échange avec mon partenaire, encore une fois. Et ensuite, évidemment, la déprogrammation, qu'est-ce que c'est? La déprogrammation, c'est de demander ce que, on peut demander à notre partenaire physiquement aussi, bien sûr, qui peut être fait, mais dans une démarche intuitive, dans le silence toujours, quand on a compris la raison d'être de ce qui émanait de cette personne-là, on peut aussi lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin dans l'immédiat pour changer la situation. Donc, dans le silence, on peut faire des actions thérapeutiques qui vont amener des changements dans l'exploration de ce que la personne vit à l'intérieur d'elle-même. Et à partir de là, on peut ensuite faire une action de soin qui va amener justement au partenaire un sentiment de plus grande fluidité et d'harmonie avec lui-même. Dans le cadre du week-end du 21 du 22 novembre, dans la deuxième journée, excusez-moi, dans la première journée en fin de compte, dans le pouvoir unificateur de l'amour, on va effectivement expérimenter une technique dans laquelle on fait une action avec un partenaire pour expérimenter cette notion de l'amour. L'amour, c'est-à-dire de quelle façon que je peux aimer un partenaire et que je peux chercher justement à me sentir en paix et en harmonie avec lui. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très intéressant qui se fait à ce moment-là, qui est très intéressant d'expérimenter, même à distance, ce que la personne qui reçoit l'expérience de l'amour, comment elle le reçoit. Et on fait vice-versa. Donc, c'est très intéressant comme exploration. Et puis, évidemment, dans le dernier atelier, dans le dernier mini-atelier du week-end, à ce moment-là, on va expérimenter justement un soin. Donc, on va chercher justement à faire une action plus profonde comme action sur notre partenaire. On va chercher à faire une lecture globale de son propre champ énergétique, de faire un travail de déprogrammation à chaque fois qu'on va constater qu'il y a des énergies limitatives ou des croyances limitées qui sont présentes, et une action de soin pour fluidifier l'énergie afin de favoriser donc une action de plus en plus harmonieuse. Alors, l'idée de ça, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque je rencontre quelqu'un, je puisse avoir un regard bienveillant et amoureux envers cette personne-là, que je serai capable de dépasser mes croyances, mes limitations que je pourrais avoir envers la personne. Parce qu'on sait tous, on est humain. Et dans les relations, souvent, on a cette espèce de regard humain qui nous éloigne de notre humanité. C'est-à-dire qu'on a le regard de jugement qu'on peut avoir envers quelqu'un. Et ce regard de jugement qu'on a envers cette personne-là nous coupe de notre relation avec cette personne-là parce qu'on est renfermé dans notre jugement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en relation avec l'autre, on n'est pas en communication avec l'autre. On est fermé vis-à-vis de l'autre personne. Et cette autre personne-là peut aussi avoir une fermeture. Donc, on n'est pas en liaison, on n'est pas en échange, on n'est pas en communication. Et ce qui crée une relation, quelque part, qui ne peut pas aller très loin parce qu'on doit inévitablement arriver à cette position de partage commun. Et c'est ça qui va finalement faire qu'une relation va devenir riche et intéressante. C'est que deux êtres humains vont partager un espace commun et cet espace commun-là, ils vont l'enrichir d'expériences, de bienveillance, d'harmonie qui vont faire que ces deux êtres humains-là vont être bien l'un envers l'autre parce qu'ils vont avoir envie d'être l'un avec l'autre, parce que justement, il va y avoir de belles expériences enrichantes qui vont constamment les nourrir dans cette idée d'un partage. Alors, vous voyez que c'est beaucoup ça qui va être recherché dans une démarche d'un partenaire. Alors, moi, je dirais que sans passer par un enseignement, qu'est-ce qui est possible de faire? C'est de faire des expériences. Vous pouvez faire des voyages, comme vous l'avez décrit tout au long de cette conférence-là, qui vous permet de vous initier en quelque sorte. Mais ceux qui veulent avoir une forme de pédagogie puis aller beaucoup plus loin, c'est certain que le week-end du 21-22 novembre va être certainement une expérience plus enrichissante, plus intéressante, puisqu'elle va vous donner l'opportunité de vraiment découvrir la méthodologie avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus d'aisance. Surtout que dans ce cadre de week-end-là, vous avez également des bonus. Vous avez comme une introduction en ligne de quinzaine d'heures de vidéos qui vous sont offerts. Vous avez également un webinaire, 2 webinaires incluant des lectures d'âme qui sont proposés. Donc, ça veut dire que moi, avec les gens qui sont présents dans la salle à ce moment-là, je vais répondre à toutes leurs questions sur la pratique qu'ils sont en train de vivre suite à l'enseignement, mais je vais également aussi faire des lectures d'âme qui vont leur permettre de mieux comprendre de quelle façon que les techniques qui ont été vues lors du week-end vont pouvoir leur permettre d'approfondir certains aspects de leur propre vie. Donc, vous êtes accompagnés en plus de ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fort intéressant. Pour ce week-end-là, pour ceux qui seraient intéressés donc à y participer, je vais vous inviter évidemment à communiquer avec l'organisateur qui vous a fait connaître finalement les activités que je proposais. Il y a Christine Darve qui pourrait être cette personne-là, également Dominique Carès, il y a Pascal Savary Dulac, excusez-moi, pour la Suisse.
et puis à moi-même également, avec lesquels vous pouvez être en interrelation. Donc, je vous invite simplement à reprendre contact avec ces gens-là qui vont vous expliquer les conditions, justement, de ce week-end-là. Ah, c'est un week-end en ligne, OK? Donc, mais par contre, la distinction ce week-end en ligne, c'est que je vais être présent durant les 2 jours. Donc, c'est un week-end en ligne dans lequel je suis présent avec vous et que je vous enseigne véritablement dans un contexte direct avec vous. Évidemment, donc, c'est ça un peu l'avantage de ça. Et en plus de ça, vous avez également donc un enseignement d'une quinzaine d'heures dans lesquelles vous avez accès donc à des enseignements vidéo qui ont déjà eu, qui sont proposés dans une formation en ligne que je propose, qui va être inclus en plus. Donc, vous avez le week-end qui va avec les replays qui sont là. Et en plus de ça, vous avez ce fameux week-end de quinzaine d'heures d'enseignement en ligne, quinzaine d'heures vidéo que vous avez en plus également des 2 webinaires que vous allez avoir suite au week-end qui vont vous permettre d'intégrer l'information. Et je vous offre également le livre Décodage intuitif et soins psychoénergétiques en version PDF qui va vous servir justement à pouvoir approfondir donc, la pratique, la connaissance. Donc, je pense que vous avez un beau package, comme je dirais, comme on pourrait dire. Et vous avez aussi un cahier de notes, évidemment, qui va vous être proposé. Donc, ça se passe donc dans une salle Zoom comme ici, à des heures que c'est donc pour l'heure de France, c'est 13h à 16h, 16h30 à 19h30, le samedi et le dimanche. Pour les Québécois, bien, malheureusement, vous allez devoir vous lever tôt comme moi. C'est de 7h à 10h du matin et de 10h30 à 13h30, je pense. C'est quelque chose comme ça, voilà. Donc, c'était pour l'idée du week-end. Alors, vous savez évidemment qu'en plus de ça, vous avez aussi l'opportunité d'assister à la conférence du 17 novembre, dans laquelle vous avez donc le petit livre messager en plus. Donc, vous avez comme 2 livres possiblement que vous pouvez acquérir. Donc, voilà, ça c'était pour ce que j'avais envie de vous transmettre. Peut-être que pour terminer, bien évidemment, c'est des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, mais j'avais peut-être donc l'occasion de faire le tirage et aussi la démonstration. Donc, je vais peut-être faire la démonstration pour commencer. Si vous voulez bien, donc, une personne, la première personne qui se présente, je vais la prendre, tout simplement. On va y aller très simplement pour la démonstration avec une personne. Donc, il y a Sigal qui va donc se présenter. Donc, le tirage, mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je vais tirer donc un enseignement en ligne qui a eu lieu dans le passé, qui est 3 ateliers de 2 heures. Ça s'appelle Intuition et guérison quantique. Et c'est donc un enseignement, quelque part, qui vous initie donc à la pratique de la pleine conscience intuitive. C'est un 3 ateliers de 2 heures. Donc, c'est une valeur de 150 euros de l'heure. Donc, voilà, c'est ça un peu qui va vous être proposé. Ben, je ne sais pas, tu me dis ça, Sigal, mais moi, je ne sais pas. Pardon. Sigal, elle va être, je ne l'ai pas vu, peut-être Evelyne. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, tu as bien raison, Sigal, je n'avais pas vu Evelyne. Donc, je suis désolé, Evelyne, de ne pas avoir vu donc, ta manifestation. Donc, on va y aller avec toi. Evelyne, est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais regarder? Allô? Oui, ok, vas-y. Oui, bonjour. C'est ça? Oui, bonjour. Oui, voilà, ça sera peut-être plus simple Okay. directement. J'étais en train de reprogrammer et je n'ai pas vraiment entendu ce que vous m'aviez dit. Je vous demandais simplement s'il y a un thème particulier pour aujourd'hui, pour l'expérimentation. Oui, qu'est-ce qui pourrait m'aider à retrouver certaines facultés que j'ai laissées enfouies lors d'une anesthésie? OK. OK. Alors, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui me vient dans un premier temps, OK? Parce qu'évidemment, c'est toujours, c'est toujours ce qui vient qui est là. Donc, moi, ce que je sens dans un premier temps de toi, Evelyne, c'est que, je vais dire ça comme ceci, le bassin, la gorge, le cœur, excuse-moi, le bassin et le cœur, OK? Maintenant, entre le bassin et le cœur, il y a une torsion qui est là, OK? Une torsion énergétique qui touche la colonne vertébrale, OK? C'est comme ça que je le dirais. Et cette torsion-là, évidemment, est toute en liaison, je vais dire ça comme ceci, tu sais, quand on est une personne, quelque part qui se donne trop, OK? Se donne trop, c'est-à-dire finalement qu'on n'a pas appris à s'affirmer, on n'a pas appris à prendre sa place, on n'a pas appris à mettre des limites dans cette façon que l'on a de se donner.
Ben, à quelque part, on est dans une position que moi j'appellerais de soumission. Là, j'exagère en le disant comme ça, hein, de soumission qui fait quelque part qu'on s'éloigne de cette forme de grandeur, je dirais, qui est en soi. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Christine. Evelyne, excuse-moi. Oui. Mhm. Je vois un petit peu et il est vrai que l'ostéo me dit toujours tu es vrillé au niveau du dos, au milieu du dos. Il y a une partie qui est vrillée dans un sens et l'autre en haut qui est vrillée dans l'autre sens. OK, OK. Donc, Et je le ressens vraiment dans mon corps, oui, ça c'est vrai. Et là, on va essayer, maintenant, toi, là, ça, la première action, c'est le constat. C'est un peu la lecture intuitive que je viens de faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais proposer donc la deuxième action. La deuxième action, c'est la déprogrammation. Donc, je vais tenter donc de déprogrammer à ce moment-là, qui va permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ce que je vais voir. Ça va? D'accord. La première chose qui m'est demandé, que ton corps me demande, c'est de l'amour. Et de l'amour, pour moi, ça touche le désespoir. Okay, je fais une caricature encore en le présentant comme ça. Le désespoir, c'est quoi? C'est que je veux être aimé, mais quelque part, je ne le suis pas. Et j'ai un désespoir de ça. Tu vois, comme une forme c'est presque injurieux, c'est presque de l'injure, dans le sens que moi, je suis à genoux, j'implore de l'amour, puis la personne s'en va, elle ne me regarde même pas. C'est-à-dire qu'elle ne m'a même pas donné de valeur par rapport à l'amour que j'aurais besoin. Tu vois, comme si je sentais que je n'étais pas reconnu dans le besoin que j'étais. Donc, ça m'amène à vivre une forme de position de souffrance qui me fait dire, ben, je ne sais plus quoi faire parce que plus je me donne, plus je fais des efforts pour être aimé, moins je le suis. Ça, c'est un peu comme ça que je sens ça. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. D'accord. Mais est-ce que ça peut être justement par rapport à cette coupure par rapport au divin que j'ai et que je me sens plus en phase avec ça, avec cet amour-là? Mais Pas, je pense oui, pas l'amour spécialement terrestre. ouais, mais je te dirais quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que cet amour terrestre, je reviens avec l'amour terrestre pour quelque chose, c'est que quand on est déconnecté de l'amour universel, c'est facile pour nous de devenir déconnecté de l'amour terrestre. Parce qu'on a l'impression de ne plus avoir la valeur. La lumière cosmique, l'amour cosmique, c'est un amour qui nous remplit et qui nous donne un sens à notre vie. Si cet amour-là n'est pas présent, on peut ne plus avoir le sentiment qu'on mérite un amour qui aura une expression plus juste. Tu comprends? D'accord. Et puis moi, je pense que je vais exagérer à te le dire comme ça, puis là, je m'excuse de te le dire comme ça, mais c'est pour vraiment, parce que ça me vient comme ça, je te le partage de cette façon-là, c'est que, tu sais, le mot victime. Le mot victime, on peut se dire, ben, je suis victime du fait que l'amour cosmique m'a oublié. Je suis une victime. Je suis victime parce que quelque part, mon entourage ne me donne pas le mérite que j'ai. Je suis une victime. Et là, on devient une victime de plein de choses et qui fait que notre cœur, et pour moi, la torsade entre le bassin et le cœur vient de ça, c'est qu'au niveau du cœur, on se dit, ben moi, je mériterais d'être aimé. Mais pour mériter d'être aimé, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Il faudrait que tu t'affirmes. Il faudrait que tu arrêtes justement de jouer à la victime. Jouer à la victime, c'est une position qui nous éloigne de l'amour qu'on a pour soi-même. Quelle que soit la raison d'être une victime, hein, on s'éloigne. Parce que si on est une victime, c'est-à-dire qu'on subit quelque chose. On accepte quelque chose. Donc, pour changer ça, il faut reconnaître à quelque part qu'on n'a plus envie d'être une victime. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'assumer qu'il y a en nous une femme qui a une susceptibilité, un caractère, une force qu'elle n'a jamais osé exprimer parce qu'elle a l'impression que cette force-là pourrait l'éloigner de sa démarche spirituelle. Et je te dirais que c'est peut-être là le défi, c'est que tu dois reconnaître que cette voix, qui peut être une voix qui ne t'apparaît pas spirituelle, est une voix spirituelle parce qu'elle te permet de te reconnecter avec ta puissance et ta force. Mhm. Je ne sais pas si tu me comprends ou pas. Oui, je vois un petit peu où est-ce que ça peut aller, on va dire. Puis le troisième aspect, c'est le soin. Tu vois, bien évidemment, on le fait, on comprend que là, je le fais comme une démonstration, donc je fais pour vous montrer un petit peu. Alors, j'ai essayé donc de dénouer les nœuds de tension dans la colonne pour voir un petit peu comment ça va se faire. Puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ça va? D'accord. Tu vois, ça met en évidence cette notion, tu sais, un être spirituel. Un être spirituel, euh,
a, par exemple, un espace qui lui appartient. Et des gens arrivent dans l'espace en question, ils prennent tout. Et quand on est un être spirituel, on se dit ben, qu'ils prennent tout, à quelque part, c'est pas si important que ça. Hein, c'est la matière, c'est pas grave, en quelque sorte. Et on devient finalement, euh, on accepte ça, tu vois. Et en même temps qu'on accepte ça, il y a quelque part quelque chose de l'ordre de l'injustice qui vient avec ça aussi. On doit admettre qu'il y a une forme d'injustice. Ça, je te disais tantôt, le ventre et le plexus solaire, dans ton cas, tu dois apprendre à justement renouer contact avec une force de colère. La force de colère, on pourrait dire, c'est négatif, la colère. Mais la colère, c'est une puissance qui me permet d'incarner ma lumière. Le guerrier, c'est ça. Je suis un leader et je dois réapproprier le droit d'être un leader. Si je redeviens un leader, qu'est-ce que je fais? Je deviens la femme qui mérite l'amour. Elle mérite l'amour pourquoi? Parce qu'elle reconnaît justement qu'elle n'a plus, et je vais exagérer en le disant comme ça, elle n'a plus à jouer le rôle de la femme parfaite. La femme parfaite, c'est la femme spirituelle. La femme spirituelle qui croit que pour être apte à être aimée par l'univers, par le cosmos, il lui faut développer un comportement qui est désintéressé d'elle. Et c'est un manque d'amour envers toi-même que tu manifestes de cette façon-là. Donc moi, je pense que c'est ça quelque part qu'il faut que tu apprennes sans doute à retrouver en toi, c'est cette force de lumière qui est reliée au plexus solaire, au guerrier, que tu vas apprendre à incarner et dire, stop, ça suffit. Maintenant, je vais prendre soin de moi. Et prendre soin de moi implique à quelque part que vous ne puissiez plus me prendre à moi. Me prendre à moi, que ce soit au niveau de la matière, que ce soit au niveau émotion, que ce soit bon, ce que tu veux. J'ai plus envie de me donner. Donc, je deviens quelque part, je développe un comportement différent qui fait que ma façon de fonctionner avec les autres va devenir différente parce que je vais apparaître à leurs yeux à eux, intéressé. Intéressé à qui? À quoi? À moi. Tant mieux. Hein? Être intéressé à moi, c'est normal. On est humain et on a besoin de porter d'attention envers soi pour se protéger des autres. Si on ne le fait pas, on est finalement happé par les autres. Et surtout dans une démarche spirituelle, on peut facilement accepter cette idée d'être happé par les autres parce qu'on va valoriser quelque chose qui n'est pas de l'ordre de se protéger de l'humanité parce qu'on veut développer une vision plus spirituelle. Et des fois, on oublie notre pouvoir à ce moment-là. Et je pense que ça peut être un piège. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça c'est oui. Il se peut qu'au fil des années, il y a eu des choses un petit peu de cet ordre-là, à être beaucoup plus présent pour les autres que moi directement, quoi. C'est ça. Et quand on pense à cette fameuse amour universel dont on parlait tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est cet amour universel-là? C'est un amour universel qui doit se remplir en nous de cette propre amour. Moi, si je veux être incarner l'amour universel, je dois incarner l'amour pour moi-même. Si je n'incarne pas l'amour pour moi-même, je ne peux pas être amour universel. Tu comprends? Alors moi, je pense que cette démarche-là va t'aider à renouer contact avec la vie en toi, te rendre plus en plus vivante et de te donner un espace en toi. Un espace qui va te permettre de pouvoir interagir avec l'entourage d'une façon beaucoup plus efficace à ce moment-là, je dirais. Tu vois? D'accord. Mmh. Ça va? D'accord, merci, oui, ça va. OK. Donc, c'est ça, Merci. évidemment, on le fait en l'intérieur de quelques minutes. Hein, tu comprendras, ce n'est pas une consultation, mais ça permet donc de vous montrer un petit peu comment la pleine conscience opère, c'est-à-dire qu'il y a le constat, donc la lecture intuitive, ensuite la déprogrammation qui amène l'action et le soin. Alors, évidemment, le soin, on le fait d'une façon très brève, mais encore là, on l'a vu qu'on parle ici de non-espace-temps, c'est-à-dire qu'à travers une action très courte, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des transformations qui se font très rapidement dans le subtil, et ces transformations-là, évidemment, mettent en évidence à quelque part tout un travail de potentiel. Un potentiel, c'est que plus je reconnais que ce potentiel est en moi, plus je lui donne l'opportunité d'exister et de prendre forme en moi véritablement. Et c'est ça un peu le principe de la pleine conscience intuitive. C'est que, bien sûr, qu'il peut y avoir des cas, entre guillemets, de guérison instantanée ou très rapide, mais en même temps, quelque part, bien souvent, il y a un travail d'accompagnement qui va être qui est plus sûr, je dirais, dans une démarche de guérison, puisque le potentiel de guérison va s'opérer à travers un laps de temps qui va favoriser une intégration chez l'individu. Et c'est comme ça qu'on arrive à des meilleurs résultats et, fréquemment. D'accord. Merci beaucoup. Oui, ben, c'est moi qui te remercie d'avoir bien voulu participer à l'aventure. Donc, le petit tirage maintenant, parce que j'avais promis donc un tirage, je vais faire ça court, je vais faire ça simple. Je vais demander simplement à des gens de me donner des chiffres de 1 à 12. Et la première personne qui aura le chiffre, je vais vous montrer ensuite que j'ai écrit, ben, je vais pouvoir donc lui dire que c'est cette personne-là qui... on va y arriver, on va y arriver.
OK, attendez, j'ai un chiffre 12 qui est apparu. J'ai manqué encore une fois. Laura, je pense. C'est Laura peut-être oui, qui l'a fait en premier. C'est plus qu'il y a tellement une montre qui a passé que... Ah non, il y a Gobat qui a passé... Ouais, c'est Gobast. Excusez-moi pour l'heure. C'est Gobast qui aurait été la première personne qui avait le chiffre 12. Alors moi, j'ai utilisé mon... Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la feuille de notes pour faire la preuve. Mon crayon n'écrivait pas très bien, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, vous me faites confiance, je présume. Mais bon, je ne sais pas, je pense qu'on ne va pas très clair. Mais bon, c'était le chiffre 12 que j'avais écrit sur ma feuille. Donc, c'est pour montrer que j'avais été transparent, je n'avais pas choisi au hasard, j'avais déjà écrit à l'avance. Donc, alors, Gobas, tu prendras contact avec moi. C'est Simone. Ben, enchantée, Simone. Tu pourras prendre contact avec moi ou bien par l'organisateur avec qui tu as travaillé, qui t'a laissé l'information, ou avec, ou c'était comme tu le souhaitais, comme tu le voulais. Donc, voilà. Tu pourras recontacter avec moi directement ou avec une des personnes avec qui tu es en contact. Il n'y a pas de problème, puisque je serai en relation avec toi à un moment donné ou un autre pour te transmettre les liens pour cet atelier-là. C'est 3 ateliers c'est 3 replays, en fin de compte, d'ateliers de 2 heures chacun qui te permettent d'explorer la méthode. Donc, je pense que tu vas certainement apprécier. Ben oui, tu es à Paris, donc c'est super. Paris que je connais bien quand même. J'y été assez souvent pour bien connaître la ville. Donc, ben, c'est moi qui te remercie, Carmel, pour tout ça, pour vous-même. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc, quel est-il? Bon, on est parvenu. Ça a été quand même une conférence qui a une certaine durée, qui était bonne, une bonne durée, je pense. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer maintenant sur bon, l'atelier, comme je vous disais tantôt, vous, comme Pierre, avec votre organisateur, ils vont vous parler de prix, tout ça, donc ça va être plus simple comme ça. Mais vous avez donc le 2 jours avec moi en présentiel pendant le week-end. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Vous avez le replay du week-end et vous avez ensuite, évidemment, la possibilité d'avoir donc certains bonus, dont deux événements avec moi ensuite après qui vont vous accompagner dans votre démarche. Alors donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous exprimer par rapport à ça. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour cette conférence, j'ai beaucoup apprécié, tant mieux. Pour qu'on surmonte ce mal-être, vous êtes lumière et amour comme nous tous. OK, c'est comme un message à Claudine. Moi, je vais vous dire quelque chose par rapport à ce que Miel vient de dire. C'est sûr que c'est une phrase, vous êtes lumière et amour comme nous tous, c'est super. Mais je reviens avec le mantra de transformation dont j'ai parlé tantôt, qui est vraiment lié à qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'être humain, je suis en état dépressif, par exemple. Hein? Alors, je peux identifier, évidemment, que je suis dépressif pour diverses raisons. Et cet aspect dépressif-là qui s'exprime à travers moi, ben, quelque part, c'est un constat. Hein? Alors, le constat, évidemment, m'amène à me dire, ben, je suis dépressif parce que je ne me comporte pas d'une façon correcte avec moi-même, bon, etc. Donc, j'arrive à un constat. Alors, le constat, qu'est-ce que c'est finalement cette prise de responsabilité. Alors, je suis en état de dépression parce que j'ai une certaine responsabilité dans une certaine situation. Et là, il ne s'agit pas de se juger là-dedans. Il s'agit vraiment d'y aller avec bienveillance et amour de soi pour manifester un pardon. Ce n'est pas toujours facile, le pardon, mais le pardon est quand même essentiel quand on veut entreprendre un changement. On ne peut pas continuer à s'en vouloir d'être dépressif. Si on veut changer, on doit arriver à accepter l'idée que je me pardonne, que j'ai de la gratitude parce que l'expérience de dépression m'a amené aujourd'hui à vouloir m'en sortir. Alors ça, c'est déjà une prise de conscience. Je veux aujourd'hui m'en sortir. Ça veut donc dire que je reconnais que j'ai la volonté de m'en sortir. Alors, cette volonté-là, c'est déjà essentiel. Hein, je pourrais dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je n'y arriverai pas? Ça, c'est une autre chose. Mais si j'ai la motivation pour pouvoir le faire, je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc, l'idée donc, de se pardonner, d'avoir la gratitude par rapport à l'expérience, c'est important. Faire une déclaration. La déclaration, c'est « Oyez, oyez, j'ai été déprimé pendant ce temps, j'ai pris conscience que cette déprime était due à telle raison, dans laquelle je suis responsable, je prends responsabilité de ça, et dorénavant, je vais développer un comportement qui va me permettre de changer cette situation-là. Ça peut être relié à des prises de décision. Je vais, par exemple, rencontrer un intervenant régulièrement. Ça peut être par des changements de comportement. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites et je vais m'accompagner. Je ne dois pas m'attendre à ce que ce soit une recette qui va changer du jour au lendemain. Je dois accepter l'idée que je vais m'accompagner une fois par semaine, par exemple, pour cheminer,
pour voir comment est-ce que ça se fait. Et je peux amener le mantra de transformation qui va allumer la lumière, qui va allumer la lumière que je suis. Mais pourquoi je suis déprimé? C'est souvent parce que je me suis éloigné de ma lumière. Alors, je ne sais pas c'est qui avait écrit ce commentaire-là sur l'aspect déprimé, mais quand on s'est éloigné de sa lumière, bien souvent, c'est parce qu'à quelque part, on s'en veut. On n'a pas l'impression, quelque part, qu'on est parvenu à atteindre le chemin qu'on voulait prendre, etc. Et on peut s'en vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à quelque part, ben, faire un constat, c'est de reconnaître qu'on s'en veut pour telle raison. Et prendre responsabilité, c'est se dire, ben oui, je suis responsable de ça, mais est-ce que je vais m'en vouloir toute ma vie? Ou est-ce que je n'ai pas envie maintenant de me tendre la main? Me tendre la main, c'est entreprendre une démarche dans laquelle je vais commencer à me pardonner, commencer à avoir de la gratitude par rapport à l'expérience, comprendre si ça a un sens. Et que ce sens-là m'amène vers la déclaration qui amène le changement. C'est ça un peu que j'avais envie de répondre là-dessus. Puis le mantra de transformation, ça devient à ce moment-là une phrase qui va, non pas une phrase toute faite, une phrase qui va m'allumer intérieurement parce qu'elle va me parler de moi. Elle va me parler du changement que je cherche à manifester. C'est quand même important de pouvoir envisager une démarche comme celle-là, de cette façon-là. Je regarde un petit peu si je pense que globalement, les gens ont l'air contents. Je suis content, moi aussi, que vous êtes contents. On est tous contents, donc c'est le bonheur total. Et je vous remercie donc de m'avoir permis de partager cette intervention avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je tiens à remercier Dominique Carès pour avoir bien voulu partager avec moi sa collaboration, me voyant dans la difficulté en début de conférence. Il m'a tendu la main. Je lui remercie de cet acte de bienveillance qu'il a manifesté à mon égard, car j'avais une certaine difficulté. Je vous remercie aussi pour votre patience, parce que ça a été un peu compliqué au tout début. Pour le coup du week-end, comme je disais tantôt, c'est que chaque organisateur a des propositions. Il y a des gens qui apportent et qui m'ont... par exemple, en Suisse, par exemple, on apporte des apports supplémentaires. Donc, je vous propose d'aller voir chacun de vos organisateurs et ils vont faire des propositions qui sont vraiment directement reliées à leur région. Et ça sera beaucoup plus simple comme ça, de cette façon-là. Et si vous avez fait affaire avec moi, bien, vous pouvez communiquer avec moi. Puis moi, je vous ferai part de ça. Ça sera plus simple. Parce que, comme je disais, en Suisse, j'ai une personne, effectivement, qui a une organisation déjà établie avec moi et elle propose des enseignements supplémentaires parce qu'elle a été formée avec moi. Donc, elle apporte des éléments supplémentaires. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux que tout le monde soit à voir son organisateur pour connaître l'approche, la proposition qui sera faite. Ça sera plus simple de cette façon-là. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout. C'est un brillant qui a levé la main. Ah, d'accord. Mais je ne vois pas, je ne la vois pas. Est-ce que tu peux me lui donner accès ou je ne la vois pas lever sa main? Brillant, tu appuies sur ton micro, tu parles. Je sais pas, ça va être une question brillante, hein, c'est une blague. Un peu moche, je sais, mais bon, c'est la face. Je te cherche brillante, je ne vois pas. Peut-être qu'elle a fait une erreur en me faisant ça. Merci pour tous, hein, j'apprécie l'appréciation de David. Vous savez que donc une conférence le 17 novembre, vous allez être contacté par l'organisateur avec qui vous êtes affaire pour cette deuxième conférence avec le messager, si cela vous intéresse, ça sera une combinaison et ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. On va approfondir la pleine conscience intuitive et de voir de quelle façon on peut devenir messager. Ça peut être intéressant, sachant ce qui se passe dans le monde actuellement. Ça peut être un élément fort intéressant pour vous tous. Et là, je cherche toujours la question. Non, ce n'était pas une question, c'était une main qui s'était levée. Ah, d'accord. OK. Bon, ben, vous êtes tout parvenu, ça n'a pas de problème. Bon, écoutez, je pense que je vais donc conclure ici. Donc, le 17 novembre, vous avez donc la conférence. Après le 17 novembre, je peux déjà vous dire qu'il y aura également une lecture psychique d'âme qui va être gratuite, qui va s'adresser à tous, qui va avoir pour objectif donc de vous donner des informations sur comment pouvoir répondre à vos questions, de quelle façon vous pouvez devenir un messager par rapport à votre vécu, votre histoire de vie, etc. Donc, je prendrai le temps de faire des petites lectures avec chacune des personnes qui sont présentes à la salle, dans la mesure, évidemment, de mes possibilités. Donc, ça va être une troisième invitation déjà que je peux vous confirmer. Alors, je vous en dirai plus pour lors du 17 novembre pour cet événement-là qui sera gratuit, qui n'est pas, donc, puis là, après le week-end, il y aura 2 événements aussi qui sont gratuits pour ceux qui ont payé le week-end. Et celle-ci, c'est un 3e événement gratuit également pour ceux qui auront envie d'en connaître un peu plus sur la façon de faire et pour vous assister, vous accompagner afin de devenir tous ensemble des messagers qui vont amener la transformation dans le monde. Parce qu'on en a besoin, et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de gens qui vont favoriser la transformation dans le monde,
concernant tout ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est important, quelque part, qu'on se donne les moyens maintenant pour se prendre en charge, se prendre en main et amener un changement dans notre vie. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et je vais donc vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et évidemment, je me tiens à votre disposition. Pour des consultations, j'en propose également en ligne. Par le biais de vos organisateurs, vous pouvez aussi me solliciter. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, pour la conférence du 17 novembre, ça me fera plaisir de vous retrouver. Et pour l'événement qui suivra également pour la lecture psychique d'âme en groupe que je ferai par la suite, ça sera un grand plaisir également. Donc, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de la vie. Aimez-vous. Aimons-nous ensemble. À bientôt. Au revoir.